Salut tout le monde, série de l'été. Ça sera la dernière série de l'été pour cet été. Hein. Et du coup, avec Simon, on vous a pris un gros morceau de l'histoire des playoffs, de l'histoire des Lakers, de l'histoire même des Blazers en fait. De l'histoire des Blazers aussi, complètement. Ce Lakers-Blazers de l'an 2000, c'est des finales de conf. On va vous en parler en détail. On va revenir sur les acteurs, les grands points et tout. On va garder notre plan habituel. On vous pose bien le contexte. Il y a un gros contexte là. Il y a un gros contexte parce qu'il y a de la star, il y a de la legacy là. J'adore pas forcément ce terme, mais il y a de la legacy qui se joue. Ensuite, on vous parlera des protagonistes de chaque équipe dans le détail. Les coachs, il y a des vieux joueurs et tout qui sont là. Enfin bref, il y a du monde, il y a du vétéran et du jeune. Ouais, le casting. Énorme casting. Le casting est assez fou dans cette finale de conf. Ensuite, match par match, il y a une grosse série, hein, elle va en 7 et tout, machin. Et il y a plusieurs matchs qui sont très importants de bien détailler. Après, on se fera un petit top 3. Donc, Simon, on ne s'est pas consulté. Simon vient de me dire en off, hyper facile le top 3. Donc, du coup, je suis curieux. Je suis curieux. Et puis, évidemment, comme d'hab, on finira conclusion, morale de l'histoire, tout ça. Kobe, Shaq, Kobe, Phil Jackson, les Blazers, le Sheed. L'impact de la série au plus large, maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait en 2025 sur les uns les autres, les équipes, les destins individuels. Du coup, il y a du lourd. Simon, je te propose qu'on entame direct. Tu nous poses un peu le contexte ? Ouais, parce qu'il est. On est en 2000. Contexte, il est riche, on est en finale de conf à l'Ouest. On a les Lakers d'un côté, les Blazers de l'autre. C'est ça. Au niveau des forces en présence, les Lakers en fait sont une équipe qui est donc Kobe et Shaq sont là depuis quelques saisons, mais ont plutôt déçu ces derniers temps, notamment la saison précédente, la 99, où ils se font sweeper par exemple par les Spurs. Qui leur mettent 4-0 au second tour. Ça a du mal à se mettre en route, cette affaire. Voilà. Et avant, ils se sont fait sweeper par les Jazz en finale de conf en 98. 4-1 en demi-finale de conf en 97, déjà contre les Jazz. C'est quand Kobe est encore tout jeune, mais des airballs, tout ça et tout. Ouais. Ils ont pris une grosse décision, et on va le voir qui va avoir un impact assez incroyable. C'est l'arrivée de Phil Jackson. Ils sont allés chercher Phil Jackson. Et Phil Jackson a relevé le défi de faire gagner, c'est un peu la promesse, de faire gagner ses Lakers. Donc on met bien le contexte, là je me permets Simon, donc en fait on est en playoff 2000, donc on vient de faire la régulière 99-2000. Donc Phil Jackson, lui, il a gagné 2 three-peats, dont un qui s'est terminé en 98, 2 three-peats avec les Bulls, dont un qui s'est terminé en 98. Il s'est pris un petit 98-99. Tranquille, pépouze dans le Montana. Pépouze posé. Et puis là, bim, il réapparaît aux Lakers. C'est ça. Et bim, direct, ça va en finale de conf. Ouais. Ce qui est quand même déjà c'est sérieux. Après les Lakers, je crois, ils ont fait une grosse saison. C'est ça, ils font une grosse régulière. Il y a une série de ils font 8-4 je crois en début de saison, puis une première série de 7 victoires, puis autour de Noël 16 victoires de suite, et encore entre le 4 février et le 13 mars, tu vois, c'est précis. Je vous mets 19 rencontres consécutives. Donc ils accumulent comme ça 3 séries de victoires avec de plus en plus de victoires d'affilée, et vraiment ils font une régulière de patron. À l'écran, je mets ça, c'est le classement là que vous avez. Donc on est toujours dans cette ligue 14 équipes dont on vous a déjà parlé il n'y a pas longtemps. C'était pour quelle série? Je ne sais même plus, mais en tout cas on vous en a parlé. Cette ligue qui n'a pas encore tout à fait toutes ces équipes. Je crois que là on est dans une ligue à 29 équipes si je ne dis pas de bêtises. 2 divisions par conférence. Et vous voyez les Lakers qui sont donc ici, ils ont le meilleur bilan de la ligue. Et d'assez loin, hein, parce que finalement et puis 67 victoires, c'est beaucoup, hein. Ils frôlent avec les 70. Tu sais que... Et le deuxième meilleur bilan de l'Ouest et de la ligue, ce sont les fameux Blazers qu'ils rencontrent là en finale de conf. Donc c'est intéressant de poser ça dans le contexte. Les Spurs sont un peu en dessous alors qu'ils viennent de gagner le titre. Champion en titre, on en verra. Et très mauvaise nouvelle pour eux, Duncan se blesse au 78e match de la régulière. Toute fin de régulière, Et il va manquer les playoffs, on va le voir. Donc c'est un gros impact. Et à l'Est, pour aller vite, c'est Miami de Tim Hardaway au morning, Pat Riley au coaching. Président ou coaching à ce moment-là, je pense coaching. Je pense qu'il est encore coach. Je pense de mémoire, ça doit être du Jamal Mashburn. On a les Knicks qui sont finalistes sortants avec toujours Sprewell, Alan les Pacers de Reggie, Marcus Camby, les Pacers de Reggie. C'est eux qui ont le meilleur bilan à l'Est. Tout doucement, les Sixers d'Iverson qui commencent aussi à s'approcher du haut de tableau, etc. Et tout à se poser là. Voilà, ça c'est le gros contexte. Quand même, pour revenir sur les Lakers, il faut le dire, le MVP de la saison, de cette saison-là, de cette saison 99-2000, c'est le Shaq. Et puis là, premier titre de MVP pour le Shaq. Gros Shaq. Un Shaq qui tourne à 30 points, 13 rebonds et demi, 3 contre. Je crois qu'il est meilleur scoreur de la saison. Il est meilleur scoreur de la saison, je te le confirme. Voir.
Il est meilleur scoreur, complètement. 29,7 points par match, meilleur scoreur. 30 points, quoi. Voilà. Meilleur rebondeur, Dikembe Mutombo, je l'ai sous les yeux, je vous les donne. Et le meilleur passeur, c'est Jason Kidd qui joue aux Suns à l'époque. Voilà. On a ça. On a un Kobe qui a passé un cap sur cette régulière-là. Il est blessé d'ailleurs au début de la saison. Il revient tranquillement dans le collectif des Lakers et il claque quand même une saison, Alex, à 22 points et demi. Plus de 6 rebonds et 5 passes. Non, c'est du Kobe. Il a 21, il va sur ses 22 ans. C'est encore le young Kobe, petite fro et tout. Voilà, avec des cheveux, un petit bouc. Ouais. C'est le Kobe tout virevoltant qui commence à être très compliqué à tenir et qui commence aussi à s'imposer d'un point de vue défensif. Enfin bref, en gros, parce que ces Lakers-là, tu vois, on en parlait un peu juste avant, ils sont forts en défense aussi. Évidemment, le one-two punch, Shaq et Kobe en attaque, c'est très compliqué à tenir, mais ça défend bien. C'est ça la grosse nouveauté, c'est que Kobe, il est dans la defensive first team. Il fait une saison défensive vraiment impressionnante et Shaq, qui est pas quand même le mec qui adore le plus la défense, tu vois, il est dans la seconde team. Ça, c'est pour lui faire plaisir, non ? Il y a qui dans la first team défensive avec Kobe là, il y a qui ? Gary Payton. Ouais. Kobe donc. Et un front court, Garnett, Duncan, Alonzo Mourning. Mourning qui est defensive player de l'année dernière. Garnett, Duncan, Garnett en 3. Garnett en 3, tranquille, les années 2000. On reste quand même, c'est les années 2000. Garnett est encore Garnett extérieur. Dans la seconde, juste pour votre culture générale, Jason Kidd, Eddie Jones qui joue Hornets à ce moment-là, Scottie Pippen, qui est quand même encore d'un niveau très correct, qui est évidemment Blazers à ce moment-là, et Cliff Robinson aux Suns. Voilà. Il y a 2 mecs des Suns dans une defensive second team, Kidd et Clifford Robinson, c'est que ça arrive pas souvent. C'est encadré chez Alex. Il y a un petit panneau. C'est pour garder la preuve. Voilà. Je te fais aussi, tant qu'on est là-dedans, parce que moi j'adore ça, la All-NBA First Team de l'ANA, c'est du lourd. Payton et Kidd, le backcourt. Ouais. Shaq, Garnett, Tim Duncan. Ouais. Et du coup, en seconde, tu retrouves Karl Malone et Grant Hill sur les ailes, Mourning en pivot, Iverson et Kobe. Kobe est dans la seconde. Donc Kobe est vraiment devenu peut-être la meilleure deuxième option de la ligue. Oui. Tu vois, l'une des. Après, faudra regarder exactement quelle est la seconde. Il y a encore. Franchement, dans un autre genre, c'est David Robinson à côté de Duncan. Ouais, puis il y a encore du Stockton Malone, non, là-bas, là. Ouais, mais. Tu vois, non, mais je gère sa cause. Non, ce serait peut-être David Robinson qui est dans la. En 2000, ouais. David Robinson qui est dans la All-NBA Third Team, d'ailleurs, pivot de la Third Team, avec Webb et Carter sur les ailes, Eddie Jones qui fait une saison incroyable Hornets. T'as raison. Et Marbury. Donc, il est là. Je pense que Kobe est devenu, en tout cas, le one-two punch chaque Kobe. Parce que c'est ça globalement les Lakers, c'est vu quand même comme n'a jamais été aussi impressionnant et n'a jamais été aussi peut-être, et c'est important, sérieux. Donc on le dit, bilan de 67 victoires, Alex. Ça c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu l'un des premiers effets Phil Jackson, c'est-à-dire que on connaît Phil Jackson, le Zen Master et tout, qui manage les stars, mais n'empêche que lui, ce qu'il a fait quand il est arrivé, il a ramené des vétérans là, des mecs sérieux en fait. Pas avec lui, mais genre Brian Shaw, ou je sais plus ce que tu m'avais dit. Des cadres. Il y a alors l'effectif là, je te reprends ça. Il y a AC Green, Brian Shaw, arrive l'été et Ron Harper. Il prend son Ron Harper. Voilà. Et donc en gros, il ramène du vétéran parce qu'en fait, le one-two punch Shaq et Kobe, dans l'absolu, ça peut te suffire pour avoir une attaque. Et là, il est bien entouré. Ils ont Glenn Rice en troisième option. Voilà. Ils ont Fox et Horry par exemple sur le banc. Derek Fisher. Donc on commence à, vous les connaissez, ces Lakers, on va les voir de nombreuses années là. Il n'y a pas de secret, tu gagnes pas 67 wins comme ça, c'est du lourd. Portland, eux, ils ont gagné un peu moins. Ouais, 59, mais ils sont quand même, tu le disais, second de l'Ouest. D'ailleurs, j'en profite, on les a oubliés, c'est les Pacers qui remportent l'Est avec 56 victoires et Pacers qui iront en finale. Qui respecteront les Pacers ils seront en finale NBA et les Blazers qui sont le deuxième meilleur bilan de l'Ouest et de la Ligue ils sont en finale de conf donc, sachant qu'ils étaient déjà quand même l'année d'avant. C'est vraiment les gros outsiders de l'Ouest. On va dire qu'il y a un peu Spurs, les Lakers sont montés en puissance, les Spurs étaient champions et les Blazers sous le coach Mike Dunleavy qui est quand même d'ailleurs l'ancien coach des Lakers de 90 à 92. Après il va aux Bucks et il est aux Blazers depuis 97. Il vient d'être élu coach de l'année en 99, la saison qui précède ce qu'on est en train de détailler. Et il y a quand même un effectif incroyable en fait qui leur permet d'aller déjà une première fois en finale de conf en 99. Ils perdent contre les Spurs, c'est la fameuse série que le shoot de Sean Elliott, le Memorial Day Miracle où il a vraiment les talons juste au-dessus de la ligne là, au-dessus des bras de Rachid Wallace et tout. Mais ils sont très costauds. On va faire l'effectif dans les protagonistes. Je veux bien que tu nous... Parce que tu sais, on a les protagonistes, donc on va détailler l'effectif. Je veux bien que tu nous... Donc là, en fait, ok, t'as les 2 meilleures équipes de l'Ouest. Tu l'as dit tout à l'heure, Duncan, il se blesse en fin de régulière. C'est les Suns qui vont s'occuper de fumer les Spurs. Les Suns, ils voient des Spurs sans Duncan, il faut...
C'est pour nous, ça. C'est ça. Voilà. Et c'est les Suns un peu Kidd, même s'il se blesse au premier match de la série. Il reviendra contre les Lakers. Puisque Il y a Kidd et Penny. ensuite, les Suns éliminent les Spurs, mais se font éliminer par les Lakers, justement. 4-1. Ouais. Et il y a Kidd, Penny, ils... Marion, donc Clifford Robinson, on a vu, et un certain Luc Longley. Luc Longley au pivot. Bon, Luc Longley au pivot sur chaque en demi de conf, c'était compliqué. Elle est marrante pour ça, la série Lakers Suns et tout. Et après, les Blazers, eux, ils passent d'ailleurs les Lakers, pardon, mais au premier tour, qui battent les Kings 3-2. Les Kings qui sont en train de devenir les grands Kings, qui sont pas encore tout à fait. Non, il y a encore Jason Williams, il n'y a voilà. pas encore Mike Bibby. On est d'accord. Et les Blazers, eux, donc, qui ont le 3e bilan, rencontrent les Wolves, qui sont 6e. Ils leur mettent un 3-1 facile. Et au 2e tour, franchement, assez impressionnant contre les Jazz. 4-1. Et tu sens vraiment que le cocktail talent, athlétisme, profondeur de banc de Portland peut faire du mal aux Lakers. On attend une série où le Jazz on se dit, fait tabasser, clairement. Là, c'est l'épreuve en gros pour les Lakers. De voir cette équipe de Portland arriver, qui est sereine, qui vient de passer ses 2 premiers tours vraiment tranquille et tout. Et comme le champion est sorti, les Spurs, on se dit que c'est vraiment l'occasion à pas manquer pour les 2 équipes en fait. Ouais, donc les Lakers qui arrivent là avec 67 victoires en finale de conf et les Blazers qui sont là avec leur effectif, qu'on y vient, un profond machin et tout, c'est sûr que là, tu dois te dire, ok, l'équipe qui va sortir de cette finale de conf à l'Ouest, elle va gagner le titre. Sans faire offense aux Pacers, mais ça se dit ça dans les 2 cas. Donc, parce que les Blazers, c'est du lourd, c'est quand même du 60 victoires, finaliste de conf sortant et tout. C'est grosse équipe. À ce moment-là, on les voit vraiment comme un candidat sérieux, quoi. Bah d'ailleurs, tiens, vas-y, les protagonistes. Parle-nous des Blazers là, parce que l'effectif des Lakers, on en a un peu parlé, mais parle-nous de cet effectif des Blazers là. T'as dit profond, c'était quoi le 5 majeur? Le 5 majeur, c'est Damon Stoudemire, ancien rookie de l'année avec Raptors, qui est arrivé en cours de route à Portland. Bon petit meneur, tonique, scoreur, bon distributeur, etc. Bon meneur. Steve Smith. Arrière, franchement, moi que j'adore. Passé par Miami, passé par Atlanta avec Mutombo, toujours dans des équipes, tu sais, un peu ce genre de bien classé, etc. et tout. Et là, à Portland, c'est peut-être la meilleure équipe dans laquelle il a jamais joué. Steve Smith, c'est un arrière de plus de 2 mètres. Ouais, qui a un peu presque combo en fait, qui est un peu meneur aussi, gestionnaire. Et puis il a la taille d'un 3, donc il est assez pratique. Il est bon en défense. Il a ce fameux move, le Smithy, où il fait semblant il sautille un peu. D'ailleurs, il l'avouera lui-même. En fait, c'est un peu illégal, mais on sait pas, il y a un flou. Parce que pendant son dribble, il saute, il fait semblant, puis il repart ligne de fond. Il a un jeu un peu de vétéran, de mec. Alors à la fois des fondamentaux parfaits, mais beaucoup de flair. Voilà, cherchez vraiment beaucoup de flair. Vraiment technique, un joueur flair, pur joueur. Scottie Pippen, donc, plus tout jeune, mais comme l'a dit Simon, encore dans les All Defensive Team. Donc, 34-35 ans, mais c'est encore du vrai bon Pippen. Faut encore se le bouffer. J'ai plus ses stats en tête de la saison, mais ça doit être du 15-6-6, tu vois, truc. Et puis Pippen. La raquette. La raquette qui est je te cherche une petite photo. Voilà, tiens, une petite raquette. Rachid Wallace, Arvidas Sabonis. Voilà. Tu sais qu'en termes de kiff, en photo. Cette raquette. Alors, je précise pour les gens. Bon, la photo, il y a un petit angle, hein, Simon. Oui. Mais le sheet, c'est 2m10. Hein. Oui. Donc voilà. Donc Arvidas, c'est 2m... Non, mais il y a un petit angle. Il n'y a pas autant de différence. Non, mais Arvidas, c'est 2m20. Il n'y a pas autant de différence, mais Arvidas, c'est un bon gros 2m20, ouais. Donc c'est juste pour que les gens ils sachent, hein, le Rachid Wallace fait 2m10. Donc ça, c'est le 5. doit peser genre 110 kg. Enfin bref, c'est nimp. Arvidas, c'était nimp. C'est une montagne. Montagne technique, des passes, enfin bref. Des mains en or, on va le voir, mais vraiment un profil... Pas le plus athlétique de la Terre. Franchement, il y a du Jokic avant Jokic. Hein. Pas complètement. Sauf qu'il bouge pas. Surtout qu'il est arrivé plus vieux, donc il est un peu blessé. Il a déjà les genoux, les pieds qui c'est une statue qui galèrent. Il a déjà sa statue en fait. Sa statue est déjà honorée. Le problème, c'est que c'est un peu ça. C'est un peu lui-même. De place. C'est-à-dire que Jokic actuel, pour vous donner une idée, est mobile de ouf par rapport à Sabonis, quoi. Et rapide avec ça. Sabonis, c'est vraiment en titane et lourd et lent. Mais par contre, il voit tout, il comprend le jeu comme personne, etc. et tout. Et il y a un banc. Un petit mot quand même sur le sheet qui se révèle comme. Tiens, le sheet. Je mets une autre photo du sheet. Là, il est avec Scottie Pippen et Magdon Levy dont tu parlais, Magdon Levy senior, dont tu parlais tout à l'heure, qui était donc le coach de ces Blazers. Oui, vas-y. Et le sheet, en fait, si tu as une ligue à ce moment-là un peu des power forward où tu as quand même du Duncan, du Garnett, etc. Le sheet, il est juste en dessous. Oui. Il est vraiment juste en dessous. Il est en train de monter. Et voilà. Et dans ce groupe de Portland, c'est quand même lui. C'est sa progression qui cimente l'espoir de cette équipe. C'est parce que Sheed, alors pourtant il prend encore des techniques, tout ça et tout machin, mais c'est parce que Sheed a passé un cap. Là vraiment à ce niveau-là, dans son jeu et tout, et il a des vraies phases de domination où il est inarrêtable. Ah oui, non.
Et puis, pour les plus jeunes qui connaissent peut-être pas le Sheed jeune et tout, qui ont surtout entendu parler de Rashid Wallace comme Pistons, la paire des Wallace ouais. avec les Pistons, puis le mec qui prenait des fautes techniques. Le Rashid Wallace là, de Portland, ça shoot déjà. Ouais. C'est un athlète ça shoot. bien vénère La l'athlète. hauteur sur la alley-oop du Sheed Ça de Portland. monte de ouf et c'est déjà un défenseur bien intelligent. Ce qui fait qu'il est un complément absolument parfait pour Arvydas Sabonis. Non, mais vraiment, la raquette Sabonis-Rashid Wallace, elle est géniale. C'est pas pour rien qu'on vous a pris cette photo là, parce que vraiment, cette raquette, on va en reparler dans la série, mais elle vient de faire chier la ligue et elle va faire chier les Lakers. Voilà. Sur le banc, parce qu'il faut quand Vas-y, même, on a vas-y. du Bonzi Wells, qui Ouais. est un peu le 6e homme. Ouais. On aime tous Bonzi Wells. C'est tu un vois, Alex pétard a le sourire. ambulant, le mec. Bah ouais, moi je l'aimais bien. Ah bah ouais. Et il y Mais a fort en vrai. Il y a des matchs où il peut t'énerver. Ouais. Mais alors par contre, quand il est un peu dedans, lui, Ouais. Et puis extérieur physique, qui aime bien les poster et tout, tu vois, s'approcher du cercle. c'est vrai qu'il est bien physique. C'est une espèce de... Physiquement, Bonzi Wells, si tu devais mettre un joueur aujourd'hui... C'est-à-dire que son jeu est un jeu à la Jordan Clarkson, à la Segala, à la... Non, tu trouves pas? Si, mais il est... Mais par Moi, contre, ce qui me marque, il est costaud, il va vraiment Mais- poster souvent. mais physiquement, il est plus sur un Marcus Smart. Ouais, il y a un côté comme Mais ça. avec la finesse technique, parce Ouais. qu'il y a attention, après il y a un côté streaky et puis de temps en temps il y a rien qui tombe et tout Oui, machin. oui, bah, c'est le 6e homme parfait. Quoi. Voilà, donc son- c'est le côté, je voulais dire, quand je comparais à Ouais. Clarkson ou quoi, c'est Ouais, qu'il y a- ça je comprends. il y a une finesse technique qui fait que de temps en temps il va tout te mettre et c'est incroyable, mais physiquement il est plus sur un Marcus Smart. Et petit tactiquement, tank, il est là. utilisé pas mal, comme souvent ça s'écarte autour de lui. Il va poster des match-up favorables parce qu'il il est assez injouable poste bas. Costaud et tout pour des postes 2, exactement. etc. Et pareil, toujours cette densité physique. Brian Grant, intérieur assez intelligent, de devoir et tout, rebondeur, etc. Detlef Schrempf, ancien All-Star quand même, qui est encore bon. Qui est encore bon, plus tout jeune non plus, mais Non, encore bien et bon. puis qui apporte cette dimension. Il est immense pour un poste 3, Detlef Schrempf. Immense. 2 Donc mètres 10. en termes de taille, Qui a ouais. été 6e homme de l'année avec les Supersonics de Peyton et Kemp, hein, il me semble. Ouais, il était à Indiana aussi. Je sais Il a pas été s'il à a, il a Indiana. pas. Je crois qu'il a 2 titres Il de a 6e peut-être homme 2 d'ailleurs. fois Dans 6e homme de peut-être l'année, un t'as peut-être Indiana, raison. Seattle ou 2 Indiana. je sais C'est plus possible, trop. c'est le genre. Et Greg Anthony qui est un peu à la main mais qui est déjà moins utilisé. Oui. Et précision pour Schrempf, ça space, comme on dit aujourd'hui. Hein. Ça met ses 3 points. Oui, ça met ses 3 points. Non, mais c'est Bah, important. on revient à ce 3 très versatile qui peut être utilisé en fait 4 voire 5. Il y a un petit côté un peu. Il est bon en défense. Il actifie les lignes de passe, tout ça et tout. Il gêne les entrées-passes. Il est vraiment bon. Et un petit nom pour le plaisir, même s'il jouera très peu dans la série puisqu'il joue que 23 minutes sur toute la série. Mais il y a Jermaine O'Neal Ah oui, le petit jeune. sur le banc des Blazers. Il Et est alors- tout jeune, il est rookie. Ah oui, c'est un gars, il a 19 ans. Ouais, je crois qu'il est rookie. Et écoute, parfois c'est marrant, mais il y a une séquence notamment où il défend sur chaque. Et comme le match c'est de la finale de conf, c'est sur antenne nationale et tout, bah en fait Jermaine O'Neal est connu de tout le monde juste parce qu'il a le même nom que Bah, Shaq. ouais. Et qu'il y a un mec où il y a un moment, il y a 2 mecs qui ont un maillot O'Neal et t'as vraiment un côté grand frère, petit frère. Bah ouais, là, Le Shaq fait 3 fois le volume de Jermaine O'Neal, je pense, à ce à cette moment-là. époque-là, ouais. C'est- Après, franchement, c'est visuellement assez marrant. Jermaine, après, il va faire carrière plutôt côté des Pacers, on va dire. Ouais. Mais il va prendre un peu de muscle. Mais ouais, c'est clair que là, on le découvre. C'est ça. En termes de minutes sur la série, comme ça vous donne une idée, c'est très. En fait, il n'y a pas trop de surprises. Steve Smith, Pippen et Sheed sont vraiment les socles. Ouais. Ça joue 277 minutes pour Steve Smith, 294 pour Pippen, 275 pour Sheed. Ça joue donc ça veut dire que ça joue 35 minutes minimum par Ouais, match. sur une série en 7, c'est des temps de jeu à peu près logiques, quoi. C'est Ouais. du 40 minutes par match, C'est ça, quoi. sauf problème de faute et tout. Sabonis et Stoudemire, on va le voir selon les matchs, sont parfois remplacés. Enfin, leur temps de jeu, diminue un peu au profit de Bonzi Wells et Brian Grant, qui sont et t'as ton Sabonis, groupe de 7 comme ça qui joue la plupart du temps. temps. Il peut pas. Et puis les fautes sur le Shaq. Et puis il peut pas. Ouais. Sabonis, il peut pas tenir autant Et de minutes. Stoudemire parce qu'en fait ciblé en défense parce que petit. Ouais. Donc le fait que Steve Smith passe à la main voire Pippen. Ouais. Et du coup Bonzi Wells rentre C'est sur plus les postes costaud. 2, 3, 4. Et donc globalement il y a une impression comme ça, surtout en fait quand il n'y a pas Sabonis et Stoudemire qui sont des joueurs. Les deux ne peuvent jouer qu'un poste. Stoudemire ne peut jouer que meneur, Sabonis ne peut jouer que pivot. Quand tu les sors et que tu as du Brian Grant, Bonzi Wells, tu as une espèce de truc très moderne. Parce qu'en fait, ce 5, Pippen, Steve Smith, Rashid Wallace, Bonzi Wells, Brian Grant, par exemple, c'est tous des mecs, alors pas forcément interchangeables, mais tu vois, c'est des postes 2, 3, 4 en fait, tous. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que cette équipe 4, de Portland Bonzi fascine Wells, aussi. il joue pour. J'étais en train de checker le Il taille. joue 2-3. Ouais, voilà, 2-3. Mais c'est un Mais corps. personne n'est un vrai meneur, personne n'est un vrai C'est pivot. un corps de 2 bien tanké. Ouais. Mais oui, t'as raison, il peut glisser jusqu'en 3. Et cette équipe fascine, elle a notamment les fans de tactique, tout ça et tout, parce qu'elle a quelque chose qu'on présente et qui effectivement sera très moderne et tout, du switch, des façons de défendre et tout comme ça, et puis ce côté très complet du 5, où tu sais pas vraiment, il n'y a pas de pivot fixe, c'est très intéressant.
c'est clair, c'est clair. Donc voilà ces Blazers. Je te propose de faire les Lakers. Blazers, lourd de chez lourd. Évidemment, on va s'intéresser aux Lakers. Donc il y a un petit duo, un petit peu sérieux. Qu'est-ce que j'ai comme photo? Vas-y, je t'en prie. Je crois que j'ai ça. On va aller plus vite sur les Lakers. Ça, oui. Bah, donc voilà. C'est très facile en fait. Là, vous avez une photo. Là, j'ai pris une photo des Lakers. Au milieu, vous avez Shaq et Kobe. Ouais. À côté de Shaq, ici, là, vous avez donc le fameux Robert Horry. Et ici, c'est Brian Shaw dont tu nous parlais tout à l'heure. Ouais. Qui a déjà quelques petites années derrière lui en NBA. Qui était déjà avec le Shaq à Orlando, par exemple. Là, c'est le grand copain du Shaq. J'arrive pas à voir qui c'est derrière. Ça ressemblerait à Glenn Rice. Je pense qu'il a le 41. On voit c'est le exactement ce que j'allais dire. Mais donc voilà, c'est Lakers. C'est le 5 majeur. C'est quoi le 5 majeur? C'est ça en fait, le 5 majeur, on va dire théorique. Parfois, il y a des... Mais sur cette finale de conf, c'est Ron Harper, Kobe, Glenn Rice, AC Green, Shaq. D'accord. Mais en fait, AC Green et Harper sortent assez tôt. Et en termes de minutes, par exemple, en fait, la hiérarchie est claire. Kobe et Shaq jouent beaucoup. Quasiment tout le temps, sauf si voilà. En plus, Shaq, il est plus vieux que Kobe, mais il est encore bien dans son prime, et Kobe, il est tout jeune. Voilà, tu peux leur filer des minutes, quoi. Ouais. Glenn Rice, c'est la troisième option. Ouais. Qui est à peu près à 15 points, etc. et tout, tu vois, qu'on voit quand même pas mal. Et ensuite, ça tourne. C'est-à-dire que Harper et Green leur se passe souvent à du Robert Horry, Derek Fisher, ou du Brian Shaw, ou du Rick Fox, et ça compose comme ça autour de Kobe, Shaq, Glenn Rice, globalement. Ouais. Glenn Rice qui a été recruté par les Lakers à l'époque plutôt pour remplacer un Derrick Jones. Deux raisons. Glenn Rice, c'est un vrai shooter qui se paye. Eddie Jones d'ailleurs, n'importe quoi. Qui était, c'est pas qu'il pouvait pas shooter Eddie Jones, mais il ressemblait plus à Kobe en termes de profil de joueur. Ça. En fait, Glenn Rice, c'est un vrai poste 3 là où Eddie Jones c'était un 2 vrai et poste ça faisait 3 doublon avec et Kobe. Vrai catch and shoot. Ouais. Gros shooter Glenn Rice. Hein. Un peu un côté pour Klay Thompson, mais en poste 3, c'est-à-dire que j'attends, je space, je dribble très peu, je prends des shoots et tout, mais un peu plus de... C'est surprenant d'ailleurs quand tu revois les trucs. Glenn Rice, c'est un joueur qui en fait attaque quand même pas mal le cercle. Ah non mais attends, avant quand il avait la balle, soit avec les Hornets, soit avec le Heat, le gars, une vraie première option. Première ou deuxième. Là, le but à l'époque, c'était de le mettre autour de Shaq et Kobe, parce qu'en plus, Phil Jackson, il a envie de faire du triangle. Hein. Ouais. Triangle. Et alors, Shaq, Kobe dans un triangle, si tu commences à mettre des Glenn Rice, des Brian Shaw, des Robert Horry, des mecs ou même Derek Fisher, des mecs qui savent te faire tomber les tirs, tout de suite, ça devient dangereux. On le verra à un moment sur une action peut-être bien précise, mais en plus, si tu écartes comme ça avec 3 shooters et que tu laisses l'axe à Kobe Shaq, ça peut faire des dégâts. Il peut y avoir des belles actions. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est dans cette équipe, et c'est comme ça qu'on analyse à ce moment-là, si elle arrive à faire cette grosse régulière et à se retrouver en finale de conf en position finalement de favori au titre, là à ce moment-là, quand la série commence, les Lakers, on les attend comme ils vont battre Portland normalement et ils vont gagner. C'est ce qu'on attend. Ouais. Et en fait, ce qui est donné comme explication, ce qui est donné comme théorie, on va dire, qui est validé, c'est d'avoir apporté du QI basket et des vétérans, Alex, et de l'expérience autour de Shaq et Kobe. C'est ça qui est vu comme la différence. Ouais. Et si Green, il commence, mais en fait, parce qu'il joue un peu le rôle du garde du corps, tu vois, et tout, très respecté dans la ligue et tout. Rick Fox, Glenn Rice, Ron Harper, Brian Shaw, Robert Horry, c'est des mecs qui jouent juste. Ouais, tout à fait. Ils jouent juste et ils sont là pour prendre de la bague pour ceux qui n'en ont pas déjà. Parce que Robert il en a déjà, mais ouais, il y a un vrai objectif, il y a un vrai genre, il faut aller au bout. Ces Lakers sont en finale de conf et on arrive, du coup ils ont l'avantage du terrain et on en arrive gentiment à notre match par match avec le match 1. Ouais. Une petite dinguerie quand même, le match 1 d'entrée, on choisit bien nos séries. Enfin, dinguerie dans le sens, c'est un gros match d'entrée. Ouais. Au Staples Center. Au Staples Center pour commencer la série. Puisque, on en parlait en off, c'est aussi une saison de transition de salle pour les Lakers. C'est la première saison non seulement de Phil Jackson, mais aussi du Staples Center. Exactement, donc c'est le premier match de finale de conf au Staples Center. Et c'est la première campagne de playoff au Staples Center. Exactement. Ce qui va rajouter un peu à la mythologie de tout ça et de ce qui va se passer, etc. Et tout, le Staples, comme ça, qui va être baptisé un petit peu pendant cette série. Alors, je vais nous mettre ça. Simon, vas-y, commence à nous raconter le match 1. Le match 1, je vous invite, Moi, je vais mettre à l'écran des gens. Il y a des highlights, par exemple, de 10 minutes d'un certain Shaquille O'Neal sur ce match. Parce que Shaq est vraiment le moteur d'une victoire des Lakers de 15 points quand même, 109-94. Impressionnant d'entrée, les Lakers. Je cherche les stats pour les gens. Voilà. Ouais, les stats, écoute, moi je les ai soulignés. Shaq joue 47 minutes, il met 41 points, 11 rebonds, 7 passes, 5 contres. C'est du délire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai plus les noms, j'ai pas voulu
mettre trop d'éléments à retenir, mais il y a très peu de joueurs qui ont fait ça dans l'histoire des playoffs. C'est en jaune là. 41, 11 rebonds, Ouais. 7 passes, 5 comptes. Il n'a pas perdu un ballon. Ça, c'est du Shaq Prime de chez Pram. Bon, le petit 13 sur 27 au lancer. C'est le seul bémol, mais ça s'explique aussi, c'est-à-dire qu'en gros, en deuxième mi-temps et surtout au quatrième quart-temps, en fait, c'est un aveu d'échec des Blazers qui font du à que Shaq. Ouais. Et donc le nombre de lancers. Et la fin de match d'ailleurs est assez ridicule. Il y a Shaq qui prend des lancers. Mais ils font faute vraiment immédiatement sur lui, des remises en jeu et tout. Parce que sinon ils allaient peut-être prendre un 30 points. Enfin, peut-être pas, mais l'écart n'arrêtait pas de grandir. Et ça va influer sur la suite de la série. Parce que là, le Shaq complètement intenable, vous allez voir que ça va pas être le cas dans toute la série. Parce que les Blazers vont adapter leur défense. Tu vas nous en parler. En tout cas, la Game 1 pris par les Lakers. Avec un Shaq immense. Ouais. Les Blazers qui savent tout de suite d'entrée pas trop comment faire. Ouais, mais je voulais revenir dans les stats Vas-y. de Shaq. Il y a quand même un truc, Alex, 7 passes. Ouais. Et là, c'est le triangle. Ouais, c'est le triangle, mais c'est aussi la lecture de Shaq. Franchement, il faut lui rendre. Sur les prises à deux, notamment avec le spacing, il trouve directement ses shooters à 3 points, d'où les passes décisives. Des passes qui sont assez faciles finalement. Il voit au-dessus de la prise à 2 en fait, et il va servir du Brian Shaw, du Kobe, du Robert Horry. Et en fait, en ça, la façon de jouer des Lakers. Dès ce match 1, en fait, ils ont un bon mouvement de balle. Ils ont un Shaq dominant. Complètement. Ils ont un peu de triangle, mais ils ont en fait aussi une dimension qui fait penser aux Rockets de la Juwan. Un mec dominant dans la raquette, un bon spacing autour avec des shooters. Ouais, complètement. Et tu te dis, mais en fait, c'est les futurs champions, ça y est, tu vois. Ils vont ratatiner Portland, le Shaq est inarrêtable. Ça met des 3 points autour. Ils ont même pas forcément besoin d'un gros Kobe, puisqu'il met 13 points à 4 sur 9. Petit Kobe sur ce Game 1. Discret Kobe, Shaq ultra dominant, Kobe dans un rôle bien précis. Précision sur le Shaq, tu vois, il est quasiment à 4 passes d'ess par match déjà en régulière. Hein. Donc le Shaq qui score comme ça... mais qui sait ressortir les balles. Qui score comme ça et qui ressort bien les balles et qui anticipe les éventuelles prises à deux ou les espaces, c'est pas non plus une nouveauté. Disons que je pense que c'est mis vraiment en exergue par les nouveaux systèmes mis en place par Phil Jackson. Ouais. Pour finir dans ce match 1, un petit moment quand même que je voulais mettre en avant. Dans le second quart, les Lakers le gagnent de 20 points, ils mettent 37-16. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir vraiment leur façon de jouer. T'as vraiment Shaq et des mecs autour pour spacer. Et Horry met 12 points, c'est 12 points de match dans ce carton-là. Il met 3 points. Et en fait, il y a un 3 points de Glenn Rice, un 3 points de Brian Shaw, un 3 points de Fox. Ils font un 6 sur 8 à 3 points dans le carton. Et tu te dis vraiment, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait ? C'est aussi ça qui fait les passes d'ess de Shaq. C'est-à-dire que les shoots tombent dedans. Ouais. Forcément. Donc, voilà. Gros match des Lakers, bien dominé, à la maison. Honnêtement, la série, elle commence. On est là, on se dit bon. Ça va aller vite. Les Blazers, comment ils vont faire en fait Ils sont valeureux, ils sont machin, mais ils sont en dessous. Et ils vont nous donner un petit indice dès le game 2, hein, les Blazers. Hein. Ouais, parce que les Blazers, ils ont pour eux d'avoir du caractère en fait, de l'orgueil. Et puis, moi je trouve ce trio un peu Steve Smith, Rashid Wallace, Pippen, qui est vraiment impressionnant dans le match 2. Puisqu'aux Lakers, Alex, à LA, coup de théâtre, victoire 106-76 des Blazers. 106-76. Plus 30. Boum. Allez. Des Blazers, hein. Ouais. À Los Angeles pour le match 2. Donc tu récupères l'avantage du terrain en mettant une fessée monumentale. C'est quoi ? C'est les Lakers, s'ils n'arrivaient pas à mettre un tir. C'est les Blazers qui ont adapté leur défense. Les Lakers, 77 points chez eux. Et vraiment grosse défense de fer de Portland. 106-77, ouais. 29 points d'écart. Ouais. Bah. En fait, le match est relativement serré, mais il passe un 28-8 dans le troisième. Il mène de 3 points à la mi-temps Portland. Je dis ok, match serré, tout ça et tout. Mais en fait, c'est surtout à un moment vraiment précis où tu as vraiment ce moment où tu fais des stops, t'enchaînes les stops en fait, et tu mets de l'autre côté. Et tu fais cet écart comme ça de 28-8, donc plus 20. C'est Kobe aussi qui a à nouveau 12 points à 2 sur 9. Discret, maladroit et discret. Après, à la décharge de Kobe... comme on l'a dit, il n'a pas encore pas encore ses 22 ans. Quand il a Pippen en principal, sinon il a Steve Smith qui est long, qui est chiant. Bonzi Wells, c'est pas non plus un cadeau quand il rentre et tout. Mais il se donne et tout, tu vois. Donc à la décharge de Kobe, non seulement il peut pas driver forcément comme il veut parce que la raquette est extrêmement bien occupée par des Rashid Wallace, des Arvidas, des Brian Grant, enfin voilà, un peu de Jermaine O'Neal mais très rapidement, hein, voilà. Mais surtout il a des défenseurs sur lui en premier rideau qui sont des vieux briscards, bien longs, encore pas aussi athlétiques que l'était Kobe déjà à l'époque parce que voilà, mais encore suffisamment athlétique et capable de bouger et malin pour vraiment le faire chier, ça se ressent. Donc là, la défense des Blazers prend un peu le dessus sur Shaq et Kobe, quoi. Et notamment dans le match, c'est là où Sabonis et Stoudemire jouent moins et on a ce fameux 5 avec Bonzi Wells et Brian Grant et cette défense vraiment très, je trouve même assez moderne, etc. et tout, avec du Shid et du Brian Grant sous le cercle qui se passe les mecs, qui passent devant Shaq, très actif et tout. Et puis vraiment Pippen, quoi.
Pippen au centre du truc, qui est en attaque, il est bon, hein, il met Pippen, 21 gros points et tout. double-double. Ouais, Pippen là, il est. Et le Shid, hein. Le Shid, 29, bah, évidemment. 29, 12 ou 29, mais je te dis, t'as vraiment. Par contre, et c'est là où c'est bien en plus, tu te dis, ok, Portland, ils ont une vraie hiérarchie. Parce qu'il y avait ce côté un peu bordélique avec plein de bons joueurs, mais là, c'est assez clair, c'est Pippen, Shid, Steve Smith qui pose le truc. Et puis finalement, je te dis, Bonzi Wells, Brian Grant, Stoudamire, Sabonis, selon les. Et ils mettent vraiment l'accent sur. Si on veut battre ces Lakers, c'est par la défense. Ouais. Et c'est nos qualités athlétiques, etc. Et tout. Et un sentiment, une impression de longueur, puissance, rapidité, intelligence défensive, en fait. Vraiment. Le Shid des Pippen, tu sais que. Shid, Pippen, même Steve Smith, hein, même Brian Grant, même Sabonis. En fait, ils ont beaucoup de joueurs intelligents. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant parce que le Shaq, là, je regardais les stats, tu vois, il a en 23 points, 12 rebonds. Tu pourrais dire, bon, il a quand même envoyé du truc. Mais il a 5 sur 17 au lancer. Ouais. Ce qui confirme ce dont tu parlais, la stratégie des Blazers, qui est de dire, tiens, vas-y, le gros, mets tes lancers. C'est ça. Et là, il les met pas. Et donc il y a fessé. Je te propose du coup, effectivement, il y a énorme fessé. En fait, les Lakers à 77 points, retenez ça. Donc les Lakers, faut aller à Portland maintenant. Ouais. Faut aller à Portland et puis t'es un partout. Les Blazers ont récupéré l'avantage du terrain. T'as un peu la pression, quoi. T'as un peu la pression, puis d'autant plus qu'à la mi-temps, t'es mené 55-45 par Portland. Ouais. À la mi-temps du match 3, hein, tu parles du match 3. Du match 3. Moi, je suis déjà dans le match 3, Alex. Je t'attends pas. Vas-y, je t'en prie, fonce. Et en fait, les Lakers, là, tu dis, bah mince, ça va être compliqué. Et ils font un énorme troisième quart. Ils passent à 27-16. 27-16, 13 points de Shaquille O'Neal dans le troisième quart. Hein. Chaque gros match, enfin chaque il dit ok. Bah en fait, ouais, vas-y. Non. Vas-y. Bah gros Shaq, gros Kobe. Ouais. C'est ça en fait le match. C'est le premier un peu les deux en même temps, puisque Shaq fait du 26 points, donc 12 rebonds, 3 passes, 3 contres, 10 sur 17, très efficace et tout. Et Kobe, il fait quand même 25 points, 11 sur 18, 7 rebonds, 7 passes. Et puis, ils font circuler la balle un peu plus vite, ce qui fait que Shaq, parfois, touche moins la balle, ou la balle passe pas forcément par lui, donc tu as moins d'options pour hack. Shaq se place mieux, il l'utilise un peu plus en roll aussi. Ouais. Bref, en gros, ça s'adapte aussi. Côté Lakers, c'est normal, hein. Les coachs, ils n'ont pas attendu 2025 pour proposer des ajustements tactiques en play-off. Là, ça s'adapte direct. Et donc, tu as raison. Si Kobe performe mieux, c'est aussi parce que l'utilisation de Shaq est un petit peu plus différente et ça crée un peu mieux pour Kobe. Bien sûr, Kobe, il est meilleur et il est encore en train d'apprendre. Puis là, il a une réussite au tir sur ce match-là qui est très sérieuse. Mais il y a aussi tout ce que font les Lakers autour du duo Shaq et Kobe qui permet à Kobe de mieux s'exprimer. Et puis Kobe, quand même, après 2 matchs très discrets et tout, monte en puissance, commence à être à l'aise, commence à faire souffrir Pippen sur certaines actions. Là, on le voit dans le match 3 et tout, par son dribble, son jus, en fait, tout simplement. Tu sais que là-dedans, et pourtant, il y en a des phénomènes, mais Kobe, tu le vois, en fait, ce qui le démarque aussi des autres et tout, c'est... Franchement, c'est son... Ouais, je dirais son jus, le bac complet en fait entre les dribbles, la détente, le truc, les pénétrations de Kobe, il y a 2-3 pénétrations, la beauté aussi tout simplement, tu vois, Kobe balle en main, etc. et tout. Là, on commence à voir un Kobe, je trouve assez impressionnant pour son âge dans un match aussi important à Portland finalement. Tu vois, chez le deuxième de la Conf Ouest et tout. Il est le premier ball handler de l'équipe, hein. Je veux dire, tu regardes les matchs, tu fais ok, il y avait le 5 majeur, il y a Ron Harper genre à côté de lui, puis après c'est des Glenn Rice ou des gars comme ça, donc c'est des gars, c'est pas qu'ils peuvent pas tenir la balle, mais ils n'ont pas le handle et la smoothitude et le côté fluide de Kobe. Après t'as un Derek Fisher ou Brian Shaw qui peuvent sortir du banc, mais en fait le vrai premier ball handler malgré son jeune âge, celui qui a les grosses possessions dans les mains, c'est Kobe. Après ça passe beaucoup par Shaq, mais le ball handler c'est Kobe. Et je trouve on commence à voir les Lakers qu'on connaîtra sur ces 3-4 saisons là, avec aussi tactiquement c'est intéressant. Et là ils ont trouvé le mix, c'est-à-dire qu'avant ça alternait, je vous disais, avec un spacing un peu Shaq, ça fixe autour, un peu de triangle, et là en fait t'as vraiment ce triangle élargi comme aux Bulls, sauf que les mecs sont un peu plus loin pour être derrière 3 points. Ils écartent un peu plus le jeu pour empêcher Portland de les étouffer comme ça et tout, ils écartent un petit peu plus. Ils jouent aussi plus avec des shooters à 3 points, etc. Tout dans ce match. Et tu trouves vraiment cette forme. Mais tu sais que les Blazers, parce qu'on fait des Lakers là sur match 3, mais les Blazers en fait le perdent que 2 points. Ils font un super match. Money time, hein. C'est un vrai super match. Le niveau de jeu est très bon. En fait, comme tu l'as dit, ils avaient plus 15 à la mi-temps, non plus, non, celui-là, c'est plus 15 à la mi-temps pour Portland, pardon. Et c'est gros. C'est le 28-8 du troisième quart qui permet aux Lakers de reprendre le lead et le contrôle. C'est ça. Et après, ça se finit dans le clutch. Et dans le clutch, les balles vont pas mal à Kobe. Là j'étais en train de vérifier, mais oui, c'est bien ce qui me semblait, les balles vont pas mal à Kobe. On voit du Kobe qui est plus qu'une deuxième option en fait. Enfin, tu vois, donc c'est une deuxième option à qui tu peux filer les ballons en fin de match.
En fait, c'est une deuxième option, mais l'attaque commence par lui, quoi. Ouais, elle commence par lui et puis surtout. Et le Shaq est servi, tu vois. Ouais, Shaq est servi ou les shooters. Ouais. Des Glenn Rice, des comment il s'appelle c'est qui là? Bah, tu vas avoir du Maury. C'est Ron Harper qui met le panier etc. de la gagne. Donc ça gagne 93-91. Et on se dit que les Lakers, en reprenant l'avantage du terrain que les Blazers leur avaient volé au match 2, en leur mettant donc cette fessée, ils le reprennent finalement que 2 points, mais ils le reprennent, ils mènent 2-1. Vraiment, ils ont retrouvé de la sérénité et tout. Et c'est le cas, puisqu'au Game 4... Ils vont pas rigoler au Game 4. Non, au Game 4, ils font... en fait, ils prennent un deuxième match de suite à Portland pour mener 3-1. Un match qui remporte 103-91. En fait, c'est assez simple. Sheed de ouf. Ouais. Un sheed de ouf. 34 points, 13 rebonds. Ouais. Malgré ça, les Blazers vont le perdre. Ouais. Assez largement. Ils gagnent le premier quart, les Blazers 26-16, parce qu'ils partent plus en plancher, parce qu'ils disent nous on veut remonter à 2-2, et en fait les Lakers remportent les cartons cliniquement, les 3 cartons suivants. Avec une grosse défense. Grosse défense. Pas rigoler la défense là. Shaq met 25 points, Glenn Rice met 21 points, Kobe et Ron Harper à 18. Donc tu vois, Kobe est encore un peu irrégulier, fait un match sous les 20 points et tout, mais les Lakers sont très complets, très dominants. Pippen double-double à 11 points, dire bon pour les Blazers. Steve Smith 20 points, donc on retrouve ces 3 leaders. Le sheet, je le redis, parce que quand même 34-13. Un énorme sheet. 34-13 sur une raquette dans laquelle il y a Shaq. Hein. Et puis il y a la variété des 3 points. Des turnarounds sur la ligne de fond, indéfendable, tu sais, un peu. Beaucoup d'activités au rebond. Des claquettes, des balles sous le cercle aussi et tout, du poste, tout simplement et tout. Et vraiment le stretch fort dans toute sa splendeur. Ouais, grave. Malgré ça, ça perd pour les Blazers. Donc on se retrouve à 3-1 pour les Lakers. Et ça revient à Los Angeles pour le match 5. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient perdu l'avantage du terrain. Ils ont dit, OK, on va se vénère. Ils vont à Portland, ils gagnent les 2. Ouais. Et là, tu retournes à Los Angeles pour un match 5 où, honnêtement, genre... c'est fini, Alex, tout le monde dit ça. Les Lakers sont finales. Ils retournent aux Staples, tout va bien, ils vont gagner 4-1, etc. Et tout. Et puis, ils vont attendre tranquillement Indiana pour les défoncer. Voilà, on verra qui ce sera. Mais voilà, les Blazers, merci d'avoir résisté. Mais vous êtes mignons. Et les Blazers, eux, ils ont d'autres plans. Ouais, les Blazers, ils ont d'autres plans. Et surprise, 96-98 Portland au match 5. Ouais. Donc, malgré victoire un Shaq de 8 énorme. Points. Victoire de 8 points. Portland sauve sa peau et surtout les Lakers perdent encore à domicile puisqu'ils avaient perdu le match 2 déjà chez eux et là ils reperdent le match 5 chez eux et surtout ils ratent une occasion de conclure la série, on l'a dit, assez rapidement, donc ça sème quand même le trouble cette défaite. Et surtout qu'en plus tu as Shaq qui est en 30-20 quoi, enfin 31-21 exactement. C'est ça, 31-21 tout à fait. T'es à la maison dans un match 5 qui peut te permettre de finir la série. Shaquille O'Neal, il fait le boulot, hein, il te met 31-21 tu vois, donc voilà, et tu perds en étant sous les 90 points. Tu sais que c'est le genre de scénario, si tu l'écris à l'avance, les gens ils se foutent de ta gueule. Première explication. Les gens ils disent non, Simon, tu t'es trompé. Ouais, mais première explication, Alex, Kobe, 17 points, 4 sur 13. Kobe pas bon. Enfin, Kobe Caruso. Ouais. Qui force un peu. On retrouve pas. En fait, c'est encore irrégulier, c'est encore un peu instable l'équilibre Kobe Shaq. Ouais, complètement. C'est pas encore nickel. Parce que aussi, Shaq, malgré la grosse défense et malgré le fait qu'on le hack, finalement on le voit bien depuis le début de la série. Shaq, pour l'instant, on en est au Game 5. Il a déjà envoyé 2 monstruosités, une dans le Game 1, une dans le Game 5, qui perd dans le Game 5. Il a envoyé un bon gros truc bien sale au Game 3 également. En gros, Shaq est quand même plus régulier. Normal, c'est Shaq 2000, il vient d'être MVP, il est complètement dans son prime, il roule sur tout ce qui bouge. Et t'as Kobe et les vétérans aussi. Les vétérans, c'est pas ouf. Quand t'es sous les 90 points, c'est pas que de la faute de Kobe. Mais Kobe et les vétérans qui sont pas dedans dans ce match-là, donc c'est compliqué. C'est un truc qui reviendra dans les défaites des Lakers dans cette série. T'as des matchs aussi, t'as l'impression que t'as un peu Kobe, Shaq et le reste. Oui. Et le reste les regarde un peu trop jouer, peut-être pas assez impliqué. On en revient à ça. L'équilibre offensif est pas encore génial entre Kobe Shaq d'une part, entre eux, et entre Kobe Shaq et le reste. Par contre, les Blazers, eux, c'est peut-être leur meilleur match de la série. Possible. C'est un basket vraiment, vraiment efficace. Après, c'est complet en attaque. J'aime bien leur match 6 aussi. Mais match 5 est très bien. Mais tu sais qu'il y a vraiment danger à tous les postes en fait. Parce que du coup, Bonzi, tous les postes, t'es obligé. Et du coup, tu sais pas, et c'est simple pour eux, ça leur rend la vie facile. Ils vont à chaque fois attaquer le match-up défavorable en fait. Parce que soit Rachid Wallace, il n'y a pas le bon gars sur lui, soit en fait, ça va être par le jeu de la défense et tout. Un Glenn Rice qui n'est pas le meilleur des défenseurs, par exemple, il va se prendre, ça va décaler, il va se retrouver face au Sheed ou face à Pippen ou face à Bonzi Wells, etc. Il cible comme ça. Il cible Derek Fisher s'il rentre en mettant Steve Smith qui est plus grand que lui. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et puis ils font des choix très clairs dans ce match, notamment, mais pas que dans ce match, aussi assez globalement dans la série. C'est-à-dire que Damon Stoudemire, t'en as parlé, il est un peu petit. Là, c'est un exemple type. Je me suis remis les stats. Tiens, je vous les mets. Tiens,
Allez, hop. Ouais, c'est intéressant. C'est les stats, ça, c'est la box score du match 5, de ce fameux match 5, où vous pouvez voir un truc, bon, il y a les points, machin et tout, ok, très bien, mais Il y a le regardez. temps de jeu. Temps de jeu de Damon Stoudemire qui est titulaire, ça rate ses tirs. Donc quand il rate ses tirs, honnêtement, c'est sûr, il peut pas jouer beaucoup parce que pour le coup, les Lakers le ciblent tout le temps. Mais il est pas bon dans la série en plus. Et ils font un truc où effectivement, il y a un peu de temps de jeu pour Bonzi qui est le remplaçant naturel, un peu garde et tout, un peu de Greg Anthony, mais en fait, il joue très grand. Ouais. Ils n'hésitent pas à te faire rentrer un Detlef Schrempf et avoir un 5 quasi sans vrai meneur où tu as des Pippen et des Steve Smith qui tiennent un peu la balle, qui sont donc clairement pas des meneurs, hein, c'est clairement des Non, mais il y a un point ailiers. forward et un mec qui était quand même vu comme un meneur potentiel, même s'il fait 2 mètres, Steve Smith. Parce que ça leur permet athlétiquement de switch, ça leur permet athlétiquement de pas avoir de mecs ciblables en défense et ça leur permet d'aller faire des D'aller aides et des punir. prises à deux. Bon là, Shaq, c'est pas le bon exemple pour le coup parce qu'il leur met un 30-20, donc voilà. Mais c'est ça l'idée et c'est aussi pour ça leur permet de faire des meilleurs close-out et c'est aussi pour ça que les Lakers se retrouvent sous les 90 points dans À ce nouveau. match à la maison. C'est parce qu'il y a des choix tactiques assez forts de la part de Mike Dunleavy Senior, mine de rien. Tout à fait. Et là, du coup, les Lakers, ils mènent encore, mais ils ne mènent plus que 3-2. Mhm. Et ce coup-ci, ce qui est vraiment très intéressant, la série a tourné puisqu'on retourne à Portland. Putain, c'est fou. Et Ils là, ont raté honnêtement, l'occasion. toute logique, Portland égalise à 3 partout dans ce match-ci, Alex. À la maison, 103-93 pour les Blazers. Tu au disais, calme. c'est avec le match 5 et tout, c'est très bon match de Portland, encore une nouvelle fois. C'est le mauvais match de Shaq, celui-là, de Ouais. la série. Ouais. Parce que je le Ouais, mettrais au singulier. complètement. Alors que au match d'avant, énorme Shaq, mais les autres sont pas trop dedans, tu perds à la maison. Là, t'as énorme Kobe, hein, On va y 33 revenir, points on va y s'il passe. Simon, il va vous en parler. Mais tu perds parce qu'autour, t'as le mauvais match de Shaq et puis t'as pas grand monde autour Non. qui step up. Donc compliqué. Vas-y, parle-nous un peu de Sabonis qui a de repris ce Kobe. des forces qui est extraordinaire Ouais. en défense sur le Shaq. Shaq est limité à 17 points, 3 sur 10. Sabonis, il joue 45 minutes. Là, il tient, il est bon là dans ce match. Tu vois, il est là, il est présent, il impose. Et en fait, tu te rends compte que humainement parlant, c'est con, hein, mais c'est peut-être l'un des seuls corps humains capable de, en fait, physiquement, qui est pas en train de regarder le Shaq par en dessous. Tu vois, Complètement. c'est un peu le même gabarit en fait. Ah bah il est même plus grand. Et il est un peu moins costaud, mais c'est, tu Il vois. est un peu moins costaud, mais il y a de la viande. Et Hein. alors, Sabonis, c'est que c'est fascinant à voir ce match. Bah Sur oui. Le duel Sabonis-Shaq, c'est fascinant. Et surtout, Sabonis, quand il est un peu en forme comme ça et qu'il arrive à tenir défensivement sans trop fatiguer trop vite et tout, il apporte de la présence au rebond avec son gros corps et tout pour emmerder Shaq. Et il apporte de l'autre côté du terrain une espèce de hub offensif. C'est ça. Tu le sers, poste haut, poste bas, ça emmerde Shaq, il est obligé de bien défendre au poste, il est obligé de se frotter à un gars. Et comme autour, là pour le coup, on est sur un match, ce match 6, où les shooters, les mecs, les mid-range ou quelques tirs à 3 points, mais c'est vraiment moins le jeu de Portland, mais ça tombe un peu dedans. Et ben du coup, entre leur agressivité pour aller chercher des lancers et le bon jeu de circulation de balles, les Blazers mettent plus de 100 points et vont gagner ce 6 à la maison. Franchement, il est beau ce match 6. Et ils ont trouvé un truc, je rebondis vraiment sur ce que tu dis tactiquement. Sabonis joue quasiment. En fait, souvent, donc on a ce 5, c'est Schrempf ou Rashid Wallace et Bonzi Wells qui jouent à l'intérieur au début des possessions. Sabonis joue extérieur entre souvent Pippen et Steve Smith. Et en fait, Sabonis, il les emmerde du coup parce qu'il oblige à sortir le Shaq qui veut pas. Donc en fait, le Shaq, tu fais quoi? Il reste à l'intérieur, mais il y a Bonzi. Enfin, ça va pas pour les Lakers. Sabonis sort vraiment d'un ligne à 3 points pour distribuer, prendre des shoots un peu. Tu vois, vraiment l'idée de faire sortir le Shaq. Et ça marche. Ça crée aussi tout simplement. Ça facilite la vie pour le Shido Post par exemple, parce que le Shaq est un peu écartelé entre les deux. Ça fait des et tout. espaces pour Steve Smith. Et Sabonis a un gros volume de jeu. Tu le vois prendre des rebonds, mettre des claquettes, faire des passes. Leader aussi. Vraiment une équipe de Portland connectée et tout. Et c'est intéressant, vraiment. On en revient là-dessus, j'en remets une couche, mais Portland est une équipe vraiment intéressante tactiquement. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui joue comme ça en fait, à l'époque. Non. Et puis il y a assez peu d'équipes qui ont suffisamment de joueurs athlétiques et longs pour pouvoir gêner à ce point-là ces Lakers aussi. Ouais. Aussi. Hein. Alors il y en a un qui est pas gêné par contre dans ce match, je voulais faire un petit point dessus, c'est Kobe. C'est l'un des premiers matchs marquants, même si c'est dans une défaite, où Kobe, marquant pour tout le monde, parce que plein de gens ont vu cette série, tout ça et tout simplement parce que Kobe là, donc on le rappelle, Kobe il a quoi, 21 ? Il a 21 ans, il va sur ses 22. Il colle un 33 points à 12 sur 24, 6 sur 9 à 3 points. Ouais, c'est propre. À l'époque, 6 sur 9 à 3 points dans un match de c'est beaucoup de 3 points. C'est beaucoup de 3 points. Et en fait, on voit Kobe, qu'on a toujours vu comme doué, talentueux, etc. Mais là, devient
en fait un peu inarrêtable sur des séquences. Les Blazers, ils lui envoient un peu tout le monde, ils essayent un peu de sortir haut ou de drop un peu pour... Mais il n'y a rien qui marche là. Kobe, là, quoi qu'il leur propose comme défense, il les défonce. Et honnêtement, en fait c'est bête, mais tu commences à te dire, ce gamin arrogant qui se compare à MJ, il est peut-être pas si taré que ça, quoi. MJ étant Michael Jordan, hein, évidemment. Et c'est surtout un Kobe, et ça on va le voir, je trouve que c'est le premier match où on se rend compte de ça. Tu sais, il lui restait cette réputation d'en faire un peu trop, puis il y avait les airballs contre Utah, on en avait parlé, il y avait un peu des mauvais matchs quand même quand la pression montait et tout. Un côté jeu croc. Puis, on se demandait quand même, est-ce que la lumière est pas un peu encore, c'est un peu trop tôt et tout. Et là, Kobe dit non, mais la lumière, allez-y, rajoutez des projecteurs, rajoutez des spotlights, c'est tout, il n'y a pas de problème. C'est un des matchs qui fait partie vraiment de l'avènement de Kobe. Ce qui est con pour Kobe, surtout, c'est que ça tombe dans une défaite. Ouais. Et donc, il y a 3 partout dans la série, c'est-à-dire qu'on est sur une série où les Lakers avaient toutes les clés en main, le match à la maison, ils menaient 3-1 et tout, ils se retrouvent à 3-3, obligés de jouer un Game 7. Bon, certes à la maison, alors avec un niveau de pression là, sur ce Game 7 pour les Lakers, très sérieux. C'est ça. Et Portland qui a trouvé des solutions, des choses qui marchent, etc. Et tout. Sabonis qui gêne le Shaq, Rachid Wallace. C'est pas trop le genre d'équipe à venir en baissant les yeux, tu vois, à l'extérieur dans un Game 7. Non. Et il y a quand même 2 petits trucs qui donnent des sources d'espoir, on va dire, aux Lakers avant le match. C'est que Brian Shaw est un peu sorti de sa boîte. Et dans le match là, il met quand même 4-3 points. Il est bien chaud, etc. Et tout. Et tu te rends compte que si Glenn Rice pèse peut-être pas assez, les Ron Harper et Icy Grills se font un peu vieux. Horry Fox Shaw. Jackson commence à comprendre que c'est peut-être ces hommes-là qui vont aussi faire la diff, ça marche. Et surtout, les Lakers, donc là, Alex l'a bien dit, menaient 3-1, donc si Portland est à 3-3 maintenant et à égaliser, ça veut dire que les Lakers ont perdu 2 matchs de suite. Perdre 3 matchs de suite, c'est quelque chose que n'ont jamais connu les Lakers dans la saison. Ils n'ont jamais perdu 3 matchs de suite dans cette saison, la première de Phil Jackson en régulière et tout. Donc il y a un petit côté stat talisman, mais à laquelle tu te raccroches et tu dis quand même... Allez, c'est pas maintenant qu'on va perdre 3 matchs de suite, Alex. Donc jamais 203, sauf pour les Lakers de 99-2000 en gros. En gros, c'est ça que t'es en train de nous dire. C'est que normalement, ils perdent pas 3 matchs de suite, ces Lakers. Alors au match 7, est-ce qu'ils vont Game 7, confirmer cette stat ou pas? Staples Center. Ça se passe pas tout à fait comme ils voudraient pour les Lakers, il me semble. Non, alors là, je te propose un truc, Alex, c'est de me donner un peu de batterie parce qu'il faut se recharger pour ce match 7. Je t'en prie. J'ai besoin d'être... c'est un des matchs les plus commentés, les plus disséqués, les plus connus aussi de l'histoire de la Ligue, franchement. C'est un des matchs les plus importants pour le monstre à 2 têtes Shaq et Kobe. Ouais, non, puis dans l'histoire de la Ligue en général, tu sais que je te disais, on a des articles, il y a de la littérature, il y a des vidéos sur ce match, il y a un secret base par exemple sur ce match vraiment de points décisifs et tout, parce que il est là. Il est historique ce match. Donc par exemple, moi j'ai pris ça de The Athletic, mais c'est les 12 minutes. Alors, no spoiler, les 12 minutes, ce sera le 4e quart-temps. C'est le 4e quart. That led to dynasty and disaster. Alors on verra dynasty pour qui, disaster pour l'autre, mais je pense qu'on vous spoil pas grand-chose en vous montrant ça maintenant. C'est un très long article. Il y a des histoires orales où ils ont les assistants coachs, les joueurs, les protagonistes utilisés pour refaire ce carton, pour refaire notamment une séquence précise de ce carton, de ce 4e carton, etc. Et tout. Bref, j'en fais pas trop. Tu disais que... Je disais, ça se passe pas tout à fait comme ils voudraient, c'est-à-dire que les Lakers à la maison pour un Game 7 au Staples Center, dans un premier temps, on est un peu en mode cathédrale et on se regarde un peu circonspect comme ça côté Lakers, on se dit merde, on va quand même, c'est quoi, on va se faire fumer à la maison en Game 7 alors qu'on menait 3-1 ? Et pour cause, premier carton, 23-16 Blazers, Alex. Alors deuxième carton, 23-19 Lakers, mais vous faites le calcul à la mi-temps, les Blazers mènent. Et dans un schéma de match, 42-39 donc pour les Blazers, où à nouveau tu te dis leur défense en fait, c'est les schémas. Si la défense de Portland, c'est ça qui commence à museler les Lakers, souvent ils gagnent. Et là, les Lakers sont à 39 points à la mi-temps, Alex. Et là, stratégie très claire de nos amis des Blazers, c'est pour défendre, on va hack Shaq au maximum, ils essayent pas mal, on va jouer très dur, on va essayer de rien trop laisser au rebond. Et ce qui est le plus impressionnant là-dedans, c'est le 3e quart des Blazers. C'est-à-dire que non seulement les Blazers, ils mènent à la mi-temps, mais quand tu sors des vestiaires, là où tu te dis, là, couteau entre les dents, les Lakers. Et puis finalement, il n'y a que 3 points. Il y a 3 points maison, il faut les faire. Là, ce sont en fait les Blazers qui vont archi-dominer le 3e quart. 29-19. Donc là, l'écart, il commence à être de 13 et il est carrément de 15 points à 10 minutes et 28 secondes de la fin du game. Donc il est de 13 à l'entrée du 4e quart et à 10 minutes 30 de la fin, il est de 15. Une minute en plus dans le 4e quart-temps et tout. 75-60. Et quand en plus t'as mis que 60 points et que t'es mené de 15,
Tu te dis proportionnellement, tu dis, ça commence à sentir pas bon. Ça fait un gros gap, ouais. Et là, le Staples Center, tu vois, là, on commence Cathédrale Center. C'est pas cool, tu vois. Ah, c'est ouais, pas clairement. cool du tout. Mais comment mène Portland en fait? Donc on a dit défense de ouf, à nouveau un schéma de match sur les 90 points, du shit au poste. Très bon Steve Smith. Bonzi Wells qui apporte combien de points du banc, Bonzi Wells? Je peux te dire ça tout de suite, mais je crois qu'il met attendez, pas mal de je vous points. mets la feuille, voilà la feuille des Blazers de ce Game 7. Non, il met que 7 points, mais il est ok, 2 sur 7. Non, c'est pas le bon, hein. Là c'est vraiment, t'as un bon Steve Smith. C'est Sheed. Sheed met 30 points dans ce match. Hein. Ouais. Alors, 2 sur 5 au lancer pour le Sheed dans ce match. On va en reparler évidemment parce que ça, c'est la stat qui fait très 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 mal au Sheed dans ce match. Mais l'attaque des Blazers passe beaucoup par le Sheed et il s'appuie surtout sur une défense vraiment en acier trempé. C'est comme ça qu'ils se retrouvent à mener de 15 avec des Lakers qui ont encore mis que 60 points. Ils n'ont mis que 60 points à combien t'as dit, à 10 minutes 30 de la fin. Petit spoiler, et Simon va vous raconter tout ça, ils finissent à 89. Hein. Ça veut dire que dans les 10 dernières minutes, t'as 29 points. Bah, c'est la remontada. C'est la remontada avant la remontada. C'est le 4e quart-temps mythique, remporté 31-13 des Lakers. Donc on vous la refait pour être clair. Les Lakers mettent 16 points dans le premier quart-temps, 19 dans le deuxième, 19 à nouveau dans le troisième, et d'un coup 31, tu vois, dans un match comme ça. Et en l'occurrence, Portland n'en met que 13 dans le même temps. Chaque est en galère. Et il y a notamment pris à deux très fort. Ouais. Il met que 18 points chaque dans ce match. Hein. Alors c'est pas un mauvais pourcentage. Dans le run, mais dans le run, justement, il en met 9. 9 ah oui, par contre, dans le 4e quart-temps. Et surtout les Blazers, et ça c'est un effondrement. C'est-à-dire que donc, je vous avais laissé à... Je reprends vraiment bien mon plus 15, code. 75-60. Ouais, à 10 minutes et quelques de la fin. C'est ça. Ouais. Et entre 10 minutes 58 dans le 4e et 2,58 dans le 4e, donc sur un laps de temps de 8 minutes, les Blazers ratent 13 tirs consécutifs. Ils mettent rien. Est-ce que c'est de la peur de gagner? Est-ce que c'est la pression? Parce qu'ils sont vraiment devant la victoire. Forcément en fait, de la pression, ça c'est sûr. Est-ce que c'est aussi le fait qu'il y a quand même 37 lancers francs Alex pour les Lakers dans ce match et seulement 16 pour Portland? Est-ce qu'il y a un peu de tout ça? Certainement ça joue. Après les mecs ils hack chaque, donc déjà ça crée du lancer. Et après t'as quand même dans ce match, même s'il en rate beaucoup, ils oublient eux-mêmes d'aller provoquer des fautes, peut-être d'aller au cercle. Et Kobe lui il est agressif. Parce que s'il y a bien un pépère qui a pas oublié comment fallait faire pour gagner, c'est Kobe dans ce match. Mine de rien. Le run, parce qu'il va falloir quand même un peu parler de ça. Donc on le rappelle, 31-13 sur le 4e quart-temps. Mais dans le détail, alors le run il se fait au début avec Brian Shaw, Fox et Horry autour de Kobe Shaq. Et on va y aller tout de suite. Shaq, Kobe et Brian Shaw mettent 24 points à E3 dans ce quart-temps. C'est énorme. Shaw met des 3 points décisifs, Brian Shaw. Il avait déjà mis à la fin du 3e quart pour que l'écart soit... À la fin du 3e quart-temps, pardon. Pour que l'écart ne soit pas trop important en faveur de Portland. Il met un 3 points avec la planche là. Tu vois, il est chaud quoi. C'est un peu des checks et tout contre la planche avec de la chance et tout. Il en remet 2 dans le 4e. Kobe mettra 6 points, chaque 9. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre à 2,44 de la fin après cette série de Portland de 13 shoots consécutifs ratés. C'est là seulement où le Shaq met 2 lancers pour égaliser. Donc on est à 2,44 de la fin, 77-77. Shaq il fait pas un grand match, mais il a un pourcentage au lancer. Enfin, il fait pas un grand match, on est vache. Il fait pas les 3 premiers cartons. Il est cerné quoi. Bah voilà, Shaq, vous voyez, là je vous mets une petite image. Voilà un peu l'ambiance. Et là encore, il n'y a qu'un joueur. Mais souvent, il y a un deuxième joueur qui arrive. Vous voyez Sabonis, comment il est capable de le gêner comme ça, sans sauter, avec sa puissance là. Il pose bien la jambe. On voit bien que les gros muscles du Shaq, ça va, Sabonis, il encaisse. Donc Shaq, il est dans ce genre de merdier. Mais par rapport aux autres matchs, il met un peu plus de lancers, dont les 2 justement pour égaliser. Pour égaliser, donc à 77 partout, à 2,44 de la fin. Kobe met le shoot pour passer devant, 80-79 à 1,34. Là, l'ambiance, je te dis pas. Il y a un contre de Kobe en deuxième rideau, on en parlait tous les deux avec la main gauche, genre il est vraiment très claque la balle vers le sol en fait, il la regarde rebondir, il la récupère, il repart en attaque. Il a une énergie incroyable et il a une volonté aussi de briller quoi. Il n'hésite pas, il prend le gros shoot, il est quand même marqué par Pippen, etc. et tout. 91-79 donc Alex à 1,34. Là le Sheed, faute sur lui, 2 lancers. Donc si à 80-79 avec les 2 lancers il pourrait égaliser, il rate les 2. Il rate les 2, ça c'est vraiment 2 lancers qu'il fallait pas rater ça le Sheed. À 1,25 de la fin. Je parlais de la stat tout à l'heure mais ça fait très très mal. Très 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 mal. Bah c'est peut-être le tournant dans le tournant. Tu sais que si le Sheed il met ses 2 lancers et que ça égalise... C'est sûr que c'est pas pareil. Parce que derrière... Ouais vas-y. Non vas-y. Non vas-y. Kobe prend la balle. Il va y avoir plus 4 derrière là. Bah Kobe prend la balle, Pippen vient le défendre. Il le fixe un peu, il le dribble en ISO...
un peu, tu vois, un petit il se dribble crée son croisé, tir, tout, il il se se crée crée son son tir. shoot, un peu compliqué, mais à la Kobe en tête de raquette. 93-79 à 1 minute de la fin. C'est vrai que c'est pas un très bon tir, c'est un mid-range un peu long à la Kobe, Ouais, avec un défenseur pas si loin, mais c'est une ficelle. Kobe, de toute façon, est un des meilleurs bad shot maker, tout à Kobe fait, shot chercher le maker. mot. Voilà, et là il le prouve, et il met les Lakers à plus Et je 4. vous jure que là, c'est fascinant. Je fais un aparté dans la chronologie là, de cette séquence, mais c'est le Kobe qu'on connaît tous en fait. Il est là. Ouais. Alors, il n'est pas encore tout le temps là, mais là, faut revoir ce Kobe là. C'est Kobe. Et c'est vraiment, franchement, il est peut-être plus décisif encore que le Shaq parce qu'il porte la balle, il prend les bonnes décisions, etc. Et tout. Tu vois, je te dis, on dit encore, Shaq est le truc le plus dominant, mais quelque part en fin de chaîne. Kobe est vraiment l'organisateur. Kobe fait un grand Game 7. Et il va se battre au rebond et tout. Bon, il n'y a pas forcément une adresse de fou furieux, mais il va se battre au rebond, il va faire de la passe d'ess. Non, franchement, il fait un grand match 7. On reprend. 1 minute de la fin, Alex. Balle à Scottie Pippen. Ouais. Sur l'aile gauche, Rashid Wallace vient lui porter un écran sur la droite. Pippen fait semblant de le prendre et en fait, il fait un peu à la LeBron. Il va prendre son 3 points comme ça. Le 3 points est bon, mais il le rate. Sur le terrain pour les Blazers, on a Steve Smith à la main, Scottie Pippen en 2. En 2, 3, 4, Schrempf, Brian Grant et le shit, quoi, en gros. Les Lakers, eux, ils ont un peu changé leur 5. Et là, on a Ron Harper, Glenn Rice, Robert Horry autour de Kobe Shaq. Donc vraiment 3 shooters. Plus vraiment de meneur, de la taille, et Kobe qui mène. Kobe qui balle en main. Kobe qui a la balle. Kobe remonte la balle. On a donc Rice et Horry sur l'aile gauche. Vraiment, bon je sais plus lequel est lequel. Je crois que c'est Rice vraiment dans le coin. Non, ça doit être Horry. Rice mecs ici. que tu peux pas lâcher. Kobe là. Ron Harper va créer de l'espace en descendant un peu vers l'aile droite. Shaq, lui, il est au poste, dans le dunker spot. Et là, mon Kobe. Kobe, il arrive, il voit Pippen arriver. Donc, pour les match-ups défensifs, c'est Brian Grant qui est sur le Shaq au poste. Rashid Wallace lui flotte un peu et est plutôt en aide en fait sur Horry. Et il est un peu tiraillé parce qu'Horry est loin dans le coin, il sait pas trop où il doit se mettre, s'il doit prendre le Shaq et tout. Kobe, lui, il est défendu par Pippen. Mais là, il n'hésite pas, il le crosse. Brian Grant voit que vraiment Pippen est dépassé sur le cross, Kobe s'engouffre comme ça dans la raquette. Brian Grant, il est un peu obligé il est bien obligé, tu vois, c'est à lui de faire Kobe va au cercle. Peut-être que c'est le shit qui doit la faire et tout, mais il lâche très rapidement et plutôt pas mal. Il lâche le Shaq pour venir à Kobe, il monte. Et là, Kobe en fait lâche une passe en flotteur à une main, dans le bon timing, sur les bons appuis, tout de suite en sortie de cross. Il comprend tout de suite, il a vu la rotation. Le shit l'a vu aussi, donc là il cavale vers le Shaq. C'est trop tard. Mais la balle est un peu haute, mais c'est trop tard. Ce Shaq-là, tu l'empêches pas. C'est trop tard. Et donc cette action, vous l'avez compris, Shaq, c'est le alley-oop. C'est le alley-oop Kobe Shaq. Le alley-oop mythique. C'est, à mon sens, l'action Kobe Shaq. Moi, tu me dis une action de Kobe Shaq, je pense à celle-là en premier. Ah bah c'est sûr. Après, tu dois pouvoir en trouver d'autres, mais là c'est sûr. Là, je vous ai mis l'image. Ça, c'est Shaq qui revient vers son banc après avoir tout écrasé sur la tête des Blazers. Et dans l'absolu, mathématiquement parlant, à ce moment-là, le match, il n'est pas fini. Mais en fait, il est fini. Parce qu'il y a 85 à 79, on est à 41 secondes du buzzer. À 6 points, bon, dans l'absolu, tu peux encore. Mais ils viennent de mettre un run, on l'a vu. Donc du coup, ils ont mis un 6-7. Alors, j'ai plus le compte exact, mais il y a au moins un 6-0, il y a 8-0, je pense. 77, et là 85. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a les deux lancers du Shaq. 8-2 en 1 minute 30, et là-dedans, le micro-run, il y a un 6-0. Ouais. Je crois, si on est à 83. Donc en gros, cet énorme alley-oop, le Shaq qui revient vers le banc, comme ça, et tout machin, tout le monde qui célèbre, les Blazers, ils se relèveront pas de ça, et en fait, non, c'est fini. C'est fini. Les Lakers, les Blazers sont éliminés, les Lakers vont aller en finale NBA pour la première fois dans l'ère Shaq et Kobe. Ouais. C'est quand même pas rien. Voilà. C'est le délire dans la salle. C'est pour ça que je vous emploie ce mot. C'est le baptême aussi du Staples Center. Ouais, bah c'est pas mal comme petit baptême. Vraiment, hein, t'as vraiment cette impression-là. Alors il se passe quoi derrière, juste pour finir? Le Shid, qui en rate pas une. Il prend un énorme 3 points, mais un peu désespéré, à genre 1 mètre derrière la ligne. Il le met. Et tu te dis mince. Derrière, il y a Steve Smith qui part en pénétration, mais gros impact pour pas dire faute sur lui et tout, mais ça c'est pas sifflé. Pippen, lui, frustré, il prend sa 6e faute. Il sort pendant que, tu vois, c'est le bordel. Bonzi Wells rate un dernier 3 points. Les Blazers se délitent. Les Lakers célèbrent déjà la foule et tout. Et là, il y a vraiment coup de sifflet final. Il y a une ambiance. Direction les finales. Ouais, tout de suite. Mais tu sais, il y a une conscience du public d'avoir assisté immédiatement à un truc historique. Ouais, bah, ils ont eu peur. En fait, quand tu es dans le stade, dans la salle, pardon, et que tu as peur comme ça en tant que fan, si ça se passe bien et que ça sort comme ça avec un sacré comeback dans un Game 7, tu sais.
tu sais que tu viens de vivre un grand truc. Et là, le public, effectivement, ils le savent. Il y a une éruption de joie qui est vraiment assez incroyable parce que les Lakers avaient cette pression. Menés 3-1 finalement, ils sont remontés 3-3. Ce match-up dans lequel on le dit, ils sont menés de 15 points. Les Blazers sont hyper forts et tout. Et vraiment, c'est assez impressionnant de voir comme ça comment il y a un côté. T'as l'impression qu'ils ont gagné le titre en fait, Alex. Bah, en fait, franchement, t'as l'impression qu'ils ont gagné le titre. on le sait pas encore, mais ils ont gagné le titre. C'est un peu le cas quand même. Ouais, bien voilà, sûr, bien sûr. Et puis en fait, ce qu'on sait pas encore, mais un peu, ils vont gagner 3 en fait. C'est le derrière. début d'un repeat quand même, C'est cette ça. affaire. C'est un peu. Écoute, il y a quand même quelque chose, c'est sur cet exploit que va se construire les succès futurs des Lakers. Il y a un côté déclic. Ouais. Cette action, ce match, etc. Et on l'a dit, il y avait eu des échecs assez durs à encaisser quand même, des sweeps contre les Spurs, contre le Jazz et tout. Tout ça s'est effacé et le 4 juin 2020, qui est donc le jour de ce match, s'est vu pour quand même tout le monde comme la naissance Le tournant de la dynastie. Ouais. Les Lakers retournent en finale 9 ans après. Ils vont gagner un premier titre contre Indiana. Ils vont faire le free-pit derrière. Et vraiment, écoute, c'est pas moi qui te le dis, Alex, c'est le Shaq. Et comme tu le sais, quand le Shaq parle. Ouais, on écoute, mais de moins en moins ces derniers temps. On fait, Ouais, mais on fait quand même. attention ces derniers temps. Et le Shaq, à ce moment-là, dit c'est le moment Ouais. déterminant de notre domination, Oui. de ma carrière, Non, mais de tout. C'est le tournant, c'est sûr. C'est-à-dire que ce match-là, si tu le gagnes pas, là, ce set, et que tu te fais éliminer à la maison après avoir mené 3-1, genre, c'est le gros bad et on va les laisser dans le côté loser. Là, le fait qu'ils passent comme ça avec les circonstances, un vrai comeback, mentalement, ça a dû leur faire tellement de bien. Ouais. Ils arrivent hyper sereins pour les finales. Avant qu'on conclue, qu'on parle de dynastie et tout, je veux bien qu'on fasse notre petite pause top 3. Ouais. Donc regarde, boum, tout Alors, est attends, prêt. moi, Hein, je nous ai tout rentré. Donc là, je vais, mon cher Simon, je vais te demander 3 noms et dans l'ordre. Alors vas-y. 1, 2, 3 Vas-y. Ouais, 1, 2, 3, ça me va. Shaq, Kobe, Shid. Shaq, Kobe, Kobe. Rachid Wallace. Et franchement, moi je te le disais, moi, j'ai aucune. Je suis curieux de voir le tien. J'ai aucune. Là, pour la peine, je dirais pas que c'est facile, mais c'est assez évident pour moi. Où je. Oui, alors, écoute. Moi, j'ai je vais les afficher là. Mhm. Hop. Hop. Et hop. Tac. Hop là. Et je vais afficher. Voilà. J'ai le même. Mais quand je te disais, c'était pas évident quand on était tous les deux en off. Donc on a le même. Shaquille O'Neal en 1. Kobe Bryant 2e. Et le Shid pour terminer le podium. Parce qu'il fait quand même une série. Moi, je trouve que Rachid Wallace fait une série suffisamment immense dans la défaite pour éventuellement discuter avec Kobe la 2e place de ce top 3. Je peux tout à fait comprendre. Et je pense même que si des gens commencent à nous dire « Attends, Kobe, il a largement autant pesé que Shaq », moi je pense pas. Et je pense que Kobe, en début de série, on oublie trop comment le Shaq domine. Et Kobe est discret. Et Kobe est discret, il se rate un peu au tir et tout, donc c'est compliqué de le mettre devant Shaq, mais je peux entendre l'argument parce que chaque Game 6 et chaque Game 7, même s'il y a le alley-oop, bon, il y a une discussion, c'est pas une domination totale du Shaq cette série. C'est pas limite le joueur le plus régulier de la série, c'est presque le Shid. Ouais. Tu vois, de A à Z dans la défaite. Donc c'est pour ça que je te disais, moi je suis d'accord, tu vois la preuve d'ailleurs on a même top 3. Mais c'est pour ça que je te disais, c'est pas si évident. Non, j'entends. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent débarquer et dire non. Bah en fait, statistiquement, là où tu as raison, c'est que Shaq, donc 26 points, 12 rebonds et demi, 2 contre, un peu plus de 4 passes. C'est propre quand même. Chaque premier, là, je veux dire, si quelqu'un a comme autre de la chose, grosse série. pour moi, tu peux pas ne pas mettre chaque premier. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que le Shid est à 23 points, 7 rebonds, pendant que Kobe sur la série est entre guillemets que à 20 points. 5 rebonds, 6 passes, 2 contre, une interception et demie. Mais là où je mets quand même Kobe devant Wallace, c'est qu'en fait, déjà symboliquement, je veux que Kobe et Shaq se suivent puisque c'est la naissance, enfin c'est la validation du duo. Okay. Donc il y a le côté Shaq-Kobe. Donc ça c'est l'argument esthétique. Ouais. Ensuite, il y a quand même cet argument, et pour la peine, dans cette série, où on l'a vu, il y a plein de tournants. Puisque du coup, les Blazers vont voler le match, dès le match 2, vont voler l'avantage du terrain, les Lakers le reprennent, 3-1 Lakers, 3-3 Blazers, etc. Je vais pas vous faire toute la série et tout. Non. Mais ce qui reste sur le Shid, c'est que il rate les 2 lancers pour égaliser et empêcher le run des Lakers qui fait gagner la série. Là où Kobe va mettre le gros shoot. Et je trouve, et puis la passe de alley-oop pour le Shaq. Kobe, c'est le moteur du gros run de comeback des Lakers dans le Game 7, ça je suis d'accord. C'est le mec le plus important du moment, le plus important de la série. Ouais, je suis d'accord. À un point. Et c'est la naissance de Kobe aussi pour moi. C'est pour ça que je le mets 2. Hein. Ouais. Mais
Mais statistiquement, ce serait il y a le Sheed. des arguments pour déplacer le Sheed ou quoi. Ouais. Donc c'est pour ça. Mais voilà, on a le même top 3 avec Simon. Et pour finir sur Kobe, c'est là aussi que parce qu'on Comme ça, vraiment tu vas enchaîner dans la conclusion. ouais, et puis en fait, il monte en puissance. Oui. Ça, c'est hyper intéressant. Il monte en puissance, parce qu'on l'a vu, il est plutôt discret en début de série, et il monte en puissance jusqu'à être peut-être le meilleur joueur du match 7. Ouais, et le meilleur joueur du match 6 aussi, qui est perdu. Tu vois qui est perdu, mais franchement, meilleur joueur du match 6, ça se discute, Kobe avec les 33 points et tout. Non, mais c'est sûr, c'est la naissance de Kobe, on vous l'a dit, il a 21 ans, mais il Kobe... va sur ses 22, il fait une grande série, et cette série permet aux Lakers d'accéder aux premières finales, pas de leur histoire du tout, c'est les Lakers, mais du duo Shaq et Kobe, qui sont la base d'un three-peat, des finales contre les Pacers, d'un Reggie Miller, Larry Bird au coaching, Reggie Miller et quelques gros gars, mais on va pas se raconter de salade. Énorme domination de Shaquille O'Neal qui te fait une ligne de stats en mode Minitel en finale, et un bon Kobe, un bon Kobe qui prend le relais, je crois que c'est dans le game 4, qui prend le relais quand il faut aller en prolongation, que le Shaq il se prend 6 fautes et tout. Bref, on va pas la faire aujourd'hui, vous irez vous refaire cette finale, mais il y a quand même une sacrée domination du duo Shaq et Kobe en finale NBA, avec un Shaq qui, après avoir été MVP de régulière, sera MVP des finales, et ça lance un three-peat. Du coup, morale de la série, Simon ? Qu'est-ce qu'on a ? Vas-y, t'en as plusieurs. Ouais, moi je commence par... Bon, il y a un petit what if, tu l'as évoqué et tout. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que si les Lakers perdent, il se passe quoi ? Est-ce que dès le début... si les Lakers perdent cette série... Si c'est Blazers et Pacers la finale ? Voilà, il y a quand même peut-être sans doute une bague en plus pour Pippen et Rashid Wallace, ou alors il y a une bague pour Reggie Miller, donc ça change là-dessus sur du all-time. Non, pas du tout. Tu sais que Pippen avec une bague en plus, du coup les discussions avec Jordan, c'est marrant, il aurait une bague en plus. Sabonis avec une bague. Jordan. Ouais, des choses comme ça. Le Sheed qui a sa bague à Portland et non pas à Détroit, qui est validé en tant que franchise player. Enfin voilà, il y a Reggie Miller avec une bague, ça serait un beau délire aussi, ça. Il y a quand même quelque chose... On en parlait là, moi j'enchaîne tout de suite avec ça, mais tu vois, les Blazers, on en parlait au moment de l'article, puisque l'article que je vous ai montré disait que c'est la naissance d'une dynastie, et c'est la naissance, je sais plus le terme exact, mais c'était de la fin ou de la chute. Dynasty and disaster. Disaster, c'est ça, d'un désastre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Portland, c'est terminé. Ils ont un peu perdu le match de leur vie, ce groupe-là. Ah ouais, clairement. Derrière, ça va être les Jailblazers. Derrière, c'est les Jailblazers, et surtout, Alex, sportivement, bon, déjà, en dehors des terrains, ils font n'importe quoi, mais sportivement, ils font plus de résultats, c'est-à-dire qu'ils font plus de résultats dans le sens où ils ne font que du sortie au premier tour. Il n'y a plus de run de playoff. Il n'y a plus ça. Ça va vite, la NBA. Il n'y a plus ce Portland. Alors que c'était un effectif, on n'en a pas parlé d'ailleurs pendant la vidéo, c'était l'effectif aussi de loin, tu sais, surpayé. Ouais. Ils avaient mis des gros salaires et tout. Phil Jackson se moquait d'eux en disant l'équipe la plus riche qu'on puisse assembler ou un truc comme ça et tout. Mais ils font plus rien, ils font que des premiers tours. Il faut attendre 2014 pour revoir Portland passer un premier tour à l'ouest en playoff. Damien Lillard. Et 2019 pour revoir une finale de conf. C'est fou. 20 ans. Fou. Ouais, Damien Lillard. Mais ouais, non, c'est fou. Et c'est d'autant plus fou que ça montre aussi à quelle vitesse ça va la NBA. Parce que, ok, ils ont pété des câbles un peu hors des terrains et tout, mais c'est juste que là aussi, après, dans les années suivantes, t'as les Kings qui commencent à plus rigoler du tout. Les Spurs qui reviennent. T'as les Spurs qui reviennent. T'as les Suns qui peuvent être potentiellement compétitifs. T'as les Lakers qui vont continuer de dominer. Et en fait, ils ont laissé passer leur chance, ces Blazers, complètement. Sur la alley-oop du Shaq, tu vois, quand il claque le dunk, en fait, il claque la fenêtre des Blazers. Ouais, exactement. Il dit c'est fini les Blazers. Merci, vous êtes gentils, mais voilà. Et un autre truc, vas-y. Un mini what if dans le what if, ils avaient quand même Jermaine O'Neal, on l'oublie, Poupon, et tu te dis que potentiellement ils avaient une raquette pour plusieurs années là. Sheed O'Neal. Sheed Jermaine O'Neal. Propre. Ça c'est quand même du kiff. Très très. Toi t'as quoi en morale ? Moi j'ai un truc que tu retrouves dans pas mal de grandes équipes, parce que les Lakers de Shaq et Kobe, c'est une immense équipe de l'histoire NBA. C'est une des rares équipes qui a fait un three-peat. Il n'y en a pas tant que ça finalement. On vous a fait pendant les séries de l'été, on vous a parlé des Spurs qui ont raté les three-peats à plusieurs occasions, machin et tout. Donc c'est pas rien. Et on retrouve un point commun que beaucoup de grands champions et de légendes te reparlent, c'est que souvent il faut qu'il y ait un passage très difficile pour construire dessus, et derrière par contre il faut pas rater le moment où ça doit démarrer. Faut pas rater ta fenêtre. Donc là on vient de parler des Blazers qui ont raté leur fenêtre et tout, mais ces Lakers, tu l'as dit Simon, 97, 98, 99, c'est des épopées de playoffs, ça se finit mal, voire à 2 reprises ça se finit par des sweeps. Il y a le Jazz et les Spurs qui les sweep, ça fait mal. Tu vois, ça fait mal. Il y a Kobe qui claque des airballs, tout ça machin, il y a Shaq qui en chie. Ouais, franchement, on est en mode Shaq en fait, est-ce que c'est vraiment un winner et tout machin. On en est là à l'époque dans la presse de la fin des années 90 et tout. Surtout à Los Angeles, ils sont pas toujours tendres. Et il y a cette immense saison régulière, il y a l'arrivée de Phil Jackson, et il est là
Elle est là, la fenêtre qui s'ouvre, dans la difficulté, parce que tu menais 3-1, tu te fais remonter, il y a beaucoup d'équipes qui auraient pu craquer, t'es mené de 15, comme on l'a dit, tu fais un comeback dans ton Game 7, et en fait, non seulement les Lakers vont être champions derrière en tabassant les Pacers, mais ensuite, ils vont rouler sur la saison 2000-2001 également, et ils vont rouler sur les playoffs, parce que tout le monde se souvient du Iverson Game, 48 points, match 1 à Los Angeles. Effectivement, Allen Iverson a envoyé une saleté pas possible, mais Shaq les a détruits, et il faut savoir que ce match, c'est le match gagné par les Sixers avec Allen Iverson en feu, c'est la seule défaite des Lakers de 2001 en playoff. C'est leur seule défaite, donc ça montre aussi à quel point, donc morale de l'histoire, quand tu passes le petit cap, le petit truc difficile et tout, derrière souvent il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Il y a Kobe, Shaq, machin. Autour, ça joue bien, ça se comprend, ça machin. Et c'est comme ça. Donc, ouais, c'est le pied à l'étrier, cette série d'un three-peat. Mais en fait, c'est surtout encore un exemple de l'histoire d'une grande équipe qui a su se faire violence au bon moment pour passer le bon tournant et derrière dominer fort. Voilà. Donc je trouve ça, c'est un peu, tu vois, je sais pas, dans l'histoire de LeBron, tu vas le retrouver, le Game 6 contre les Celtics en 2012, voilà. Dans l'histoire des Spurs, je suis sûr que tu trouves dans l'histoire des Warriors, enfin en fait, dans l'histoire de Jordan, le mec en a quand même chié contre les Pistons, puis finalement il finit par les sweeper en 91 et tout. Bref, ils ont tous ça en fait, Shaq et Kobe, c'est celui-là. Je suis d'accord, et l'histoire est bien faite parce que ça fait vraiment penser, le point commun c'est Phil Jackson, aux Bulls de Jordan, des échecs répétés. Ce moment décisif sur lequel tu te construis, donc les Jordan, c'est la victoire contre les Pistons. Ouais, je pense, Et derrière, en fait, une fois que tu as passé le truc, tu ne perds plus. Non. Ils auront peur contre les Kings en 2002, il y aura des trucs, tu l'as dit, mais ils ne perdent plus. Je te confirme. Ouais, non, mais ils ne perdent plus. Ouais. Et en fait, il y a ce truc de, une fois qu'on passe le cap, on va gagner tout le temps, et il y a ce côté un peu invincible, finalement, qui est dans l'épreuve la plus... Effectivement, il y a quelque chose dans cette épreuve très compliquée, tu en ressors, c'est très Nietzschéen, mais finalement encore plus fort et invincible. Après, moi, j'avais à te proposer une autre morale encore un tout petit peu. Une petite dernière pour la route. Une petite dernière, il y a quand même Phil Jackson. Ouais. Moi, je trouve que c'est peut-être le vrai gagnant, parce qu'on se remet le contexte. Il arrive aux Lakers et il dit en gros, Shaq et Kobe, vous allez m'écouter. En fait, le vrai boss, c'est moi. Sur le terrain, c'est peut-être vous et tout, mais le vrai boss, c'est moi. Vous allez m'écouter, je sais comment gagner. Il le démontre, il les fait gagner dès la première année. Et en fait, ça, je m'en rappelle vraiment bien, parce qu'on est assez vieux pour avoir connu ça, avec déjà un certain bagage de saison NBA derrière nous à ce moment-là, en 2000. Et l'aura de Phil Jackson pendant la célébration du titre des Lakers, elle est à son max. Il y a Phil Jackson, t'as vraiment l'impression, c'est vraiment le Zen Master, c'est j'ai géré l'ego de Jordan, j'ai géré le caractère de Pippen un peu taciturne, j'ai géré la folie de Rodman, j'ai géré l'ego de Kobe qui est quand même, tu vois, et de Shaq. Je suis le patron de cette putain de ligue. Vraiment. Non, Phil Jackson est le grand gagnant. Je suis d'accord. C'est le grand gagnant et d'ailleurs, c'est pas pour rien que ça enchaîne sur un repeat. Bon, c'est pas tout. Est-ce que t'as un tout petit... Attends, dernier truc. Moi, j'ai tellement... Ça pourrait durer encore, mais petit kiff perso quand même. Toi, t'as rien, t'as pas envie. T'avais du Bonzi, ouais, je sais que t'aimes beaucoup. Le shit, on a donné moins, mais t'as envie de déclarer un dernier truc d'amour là En fait, moi, en fait, c'est tout con, hein, mais j'adorais. En fait, moi, à l'époque, les souvenirs que j'en ai, déjà, c'est premier truc, parce que Kobe, on savait pas encore trop, on se sentait bien et tout, mais moi, c'est surtout Shaq, en fait. Je pense qu'il faut bien se rendre compte, d'un point de vue dans l'histoire de la Ligue. Je sais que Shaq, avec plus d'éthique de travail, on connaît le refrain, mais le Shaquille O'Neal 2000, dans tous les classements, on le fait. Surtout en finale. Quand on fait des top 10, des machins, des trucs, à chaque fois, les campagnes de playoffs, les saisons, les machins. Shaquille O'Neal 2000, sa saison régulière, c'est une immense dinguerie. Ses playoffs, il y a énormément de matchs archi-dominants. Ses finales NBA, c'est là, cette année-là, je te dis, c'est du Minitel, le délire. MVP de la régulière, meilleur scoreur, MVP des finales. Voilà. Champion. C'est le top du top, c'est le climax en termes de niveau, même si 2001, 2002, jusqu'en 2005-6, il est encore très fort le Shaq. Hein. Mais le Shaq 99-2000, c'est encore plus dominant parce que mieux géré collectivement que quand il était au Magic. Et derrière, il sera jamais autant dominant. Il va être dominant de ouf, mais il sera jamais autant dominant. C'est l'apex Shaq. Ouais. Et donc, c'est clairement le truc que je garde en tête aussi et qui se voit dans cette série. Et le alley-oop de Kobe pour lui, la façon d'écrabouiller et tout machin. Et les stats qu'il fait derrière en finale, on est sur l'apex d'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. Et moi, le plus dominant que j'ai vu de mes yeux physiquement,
Et puis aussi en termes d'arbre de destruction. Tu le disais, je trouve, écrabouiller c'est bon. Notamment, je pense à Brian Grant, il y a des photos de Germinoli et tout. Tu sais, c'est le début des photos aussi où il y a 4 mecs autour de lui. Il y a des prises à 2, puis en fait, il se retourne, il monte quand même, il les regarde de haut, une montagne qui joue au basket. Donc moi, c'est ça que je retiens. Moi, pour finir, vraiment, là, c'est le côté plus perso, mais moi, j'aimais pas Kobe à ce moment-là, jusque-là. Et là, je suis obligé d'admettre, et notamment parce que mon meilleur pote à ce moment-là, lui, est plutôt fan de Kobe et tout, et avait senti le truc. Moi, le match 7 de Kobe, je me rappelle vraiment, il m'a dit putain, il est trop fort. 25 points, 11 rebonds, 7 passes, 4 contre, des trucs décisifs et tout. Et je trouve que vraiment, pour ceux qui ont vécu le match en live et tout, tu sens qu'il tire le truc à lui. Et moi, je le trouvais fou en fait d'attirer le truc à lui, alors qu'il y avait Shaq de vouloir sortir du truc. Finalement, je suis un lieutenant du Shaq et tout. Et non seulement il tire le truc à lui, mais je suis obligé d'admettre pendant ce match-là de me dire, mais il a pas tort. Il a pas tort d'attirer le truc à lui en fait. D'ailleurs, Phil Jackson le laisse faire, même Shaq le laisse faire. Enfin, en fait, les Lakers le laissent faire, mine de rien. Non, mais c'est important. T'es obligé d'admettre parce que là, en fait, il te fait gagner quoi. C'est par lui que ça passe, non mais complètement. L'avènement de Kobe Bryant, tout à fait d'accord. Et dernier truc, promis. Au jeu des maillots, tu sais, sur ce jeu de tu vas alors on l'envoie en festival, des gens qui ont des maillots de foot, de basket, mais je sais pas, dans la rue n'importe où. Tu sais qu'au jeu de je vois quelqu'un avec un maillot, je le respecte grave. Moi, un maillot Pippen Blazers, je vois quelqu'un avec ça, je te jure que tout de suite, je fais viens ici, on discute basket. Ouais, je suis d'accord. Sheed aussi, Sheed Blazers, aussi. Les deux. Sheed et Pippen Blazers, tu sais que là, c'est assis-toi, on va parler de basket et de la vie. Et si je vois un Bonzi Wells, les Blazers, je fais ok, toi, t'as de l'humour. Ouais, c'est bien. Voilà. Hein, mais on le fera peut-être un jour, ce top 10 des maillots où on s'assoit, on a 5 heures. Tu vois, quand tu croises quelqu'un. Tu veux dire le TJ McConnell Pacers ? Ouais, il y a des comme ça. Tu vois celui-là je sais pas, faudrait que je réfléchisse. Mais tu vois, Pippen Blazers. Une fois dans un event trash talk, j'ai vu un gars avec un maillot Rajabel des Suns. J'étais là, genre ok. Ouais, bah là, le mec t'a fait une dédicace, il savait que t'étais là. Viens là. Non, mais tu sais, cette espèce de truc mi-hipster, mi-connaisseur, mi-machin. Je trouve Pippen Blazers, il y a une aura. Moi, j'adore le Pippen aux Blazers. Moi, j'aime bien les maillots des Blazers dans l'ensemble. Le maillot des Blazers, il est hyper classe, la diagonale et tout, il est hyper beau. Ouais. Je réfléchis. Tu sais que du Dio Sons, mais bon, après on est français, il y a des trucs. Non, elle est trop facile celle-là. C'est pour ça que Pippen Blazers, parce que t'as le gars, en fait, pardon d'être long là-dessus, mais t'as le Pippen Bulls, mais t'es là genre ouais bah oui, Pippen Bulls, c'est l'évidence. Pippen Blazers, t'as ce petit truc en plus, ce petit twist comme ils disent dans Top Chef là, où t'es là genre ah toi t'es un vrai, tu vois. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Écoute. Ok. Très bien. T'es pour finir ce gros morceau. Moi j'ai pris un plaisir à. C'était franchement sympa. Cette série, elle est géniale. Si vous avez des. Elle a marqué notre génération en fait. Ouais. Franchement, elle a marqué notre génération parce que Marc, Shaq et Kobe qui sont des joueurs immenses. Dans les joueurs les plus iconiques de notre génération, Shaq et Kobe c'est le premier truc. Même l'histoire de la Ligue, elle a marqué l'histoire de la Ligue, sans problème. Voilà, c'était les petites séries de l'été. Avec Simon, on va se faire un peu de repos, gentiment, plutôt mérité. On se retrouve bientôt. Si vous avez des idées de séries qu'on pourrait traiter pendant l'été ou ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. La liste est là, mais elle est ouverte. On a une grosse liste déjà, donc voilà, je pense que c'est le genre de petite émission qui peut continuer un moment. Si vous voulez qu'on reprenne le truc. Voilà. Et puis, on se revoit très bientôt. Ok. Bisous tout le monde. Bisous. Profitez bien de l'été. Ciao.